Salut l'équipe, la guerre des étoiles va donc avoir lieu dans la conférence Ouest. Warriors, Rockets, c'est un petit peu comme si les Jedi affrontaient les Sith. Et dans ce combat galactique, l'équilibre de la force en NBA pourrait changer à jamais lors de ces finales de conférence que l'on attend tous depuis 6 mois. La rébellion Rockets est en marche avec à sa tête Chewbacca, Arden et CP3O qui veulent faire tomber le Sénat des Warriors et ces 4 fantastiques. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais ça m'a arrangé. Public en fusion, combat dans les airs, il paraît même que les voyages entre Houston et Auckland se feront en Faucon Millenium. En plein festival de Cannes, la palme du meilleur scénario peut déjà être attribuée à cette finale de conférence qui s'annonce folle. Ici, pas de smoking, pas de michetonneuse, pas de discours pompeux, un simple ballon, les 2 meilleures équipes de la Ligue en bugne à bugne et que le meilleur gagne. La NBA, c'est vraiment le meilleur des cinémas. Salut l'équipe, on est jeudi et même le jeudi férié, il y a le First Day Show quand même avec au programme forcément beaucoup de choses. La fin des demi-finales de conférence, on va s'intéresser un petit peu sur les perdants de ces demi-finales et penser à la suite avec eux. On va aussi faire d'énormes previews sur ces 2 monstrueuses finales de conférence, les retrouvailles entre les Cavs et les Celtics. On se souvient que c'était les finales de conférence la saison dernière. Et puis ce monstre que tout le monde attend entre les Warriors et les Rockets, ça va saigner dur forcément dans cette émission, car Thomas est avec nous. Ça va Thomas? Ouais. Je suis bien là, je suis excité. Les premiers matchs sont dimanche. Malgré ta nuit de 20 minutes. Ouais, nuit de 20 minutes, mais je suis là, je suis content d'être avec vous les gars, même dans ce jour férié. Bravo. Steph, ça va saigner ou quoi? Salut les gars, ça va saigner. Alors stop, on va la refaire parce que là on va parler des finales de conf. Je veux un salut les gars saignant. Ça va Steph? Salut les gars. Bon, on va la refaire parce que je vois tout saignant. Vas-y, tu sais quoi, 8 fois dans l'émission mon gars. Donc comme on vous l'a dit, on va revenir un petit peu donc, sur la fin des demi-finales de conf, s'intéresser à ces équipes perdantes et aussi donc forcément parler de ces grandes previews. Il y aura aussi Coach Brown et bien sûr le quiz de Polo pour finir. Info importante, vous savez que le First Talk, ça se passe le lundi, mais vu le calendrier, ça n'a pas grand intérêt vu qu'on fait des previews jeudi. Si on fait le lundi avant les matchs, ça fera une deuxième preview, donc ça risque d'être un peu redondant, comme on dit. Donc on fera le First Talk le mardi, comme ça on pourra déjà débriefer sur les matchs 1, parce qu'on sait qu'entre Warriors et Rockets, ça commence lundi soir. Tout à fait, dimanche soir pour le Celtics Cavs et puis lundi soir pour la conférence Ouest. Voilà, tout est clair? Ouais. Bon, allez, on enchaîne. Tour de table à l'Est. Le combat entre les Celtics et les Sixers n'aura duré que 5 matchs. Bon, vous avez compris, 5 matchs donc entre les Sixers et les Celtics. Oui, écoute, c'est jour férié. Alors 4-1. Pour commencer, avant de revenir sur le match, sur l'ensemble de la série, est-ce que ça vous semble pas un petit peu sévère? Un petit peu quand même. Un petit peu sévère. À partir du match 2, match 5, au cumulé des scores, il y a 1 point d'écart. Ouais, c'est fou. Donc c'est vraiment que la série se joue à rien. Se joue à quoi? On peut parler d'inexpérience, mais il n'y a pas non plus une énorme expérience du côté de Boston. Il y a monsieur Allerford qui est quand même celui qui a le plus d'expérience de cette équipe-là. Tonton, exactement. Et puis la fragilité, je ne sais pas si c'est de la fragilité, les balles perdues, les détails sur les fins de match qui ont été en faveur des Celtics et pas en faveur des Sixers. Et puis Brad Stevens qui sur certains plays a pris le dessus sur Brad Brown. Voilà, ça joue à ça. On va forcément y revenir, vas-y. Ouais, alors oui, c'est vrai que quand on imagine seulement 5 matchs dans cette série, ça fait peu, parce que les équipes sont finalement très proches. Maintenant, moi je parlais d'équipes matures et d'équipes non matures lundi, et ça s'est encore une fois prouvé hier soir à Boston, avec une victoire au coup près, mais surtout dans les moments clés, c'est toujours Boston qui gagne, quoi. Et ça, c'est quand même en préparant l'émission, on avait le sentiment, je te dis, mais Tom, t'as pas l'impression qu'hier, finalement, Philly lâche un peu le match quand même si Boston fait un super match. Ils l'ont fait toute la saison. Il y a eu plein de matchs, tu sais, ils gagnaient de 20 points, il y avait des retours des équipes adverses. C'était mieux sur la fin de saison régulière, mais hier encore, ils mènent à 1 minute 30 de la fin. Joel Embiid est très dominant dans le 4e quart-temps. Ils voient un peu moins la balle. Il y a un bon tir de J.J. Redick qui envoie une bonne fléchette avant de remettre un tir à 3 points pour revenir à 1 point, mais c'était un petit peu tard. Les gestions de fin de match, finalement, c'est là que ça s'est joué. Donc, j'ai envie de vous dire que, alors, on a vu un très bon Jonathan Tatum, un Joel Embiid très fort, un Ben Simmons avec des hauts et des bas, un énorme Allerford, et ça dépasse bien sûr le cadre des stats, mais surtout, j'ai l'impression que Boston, c'était une victoire de coach. Ouais, une victoire de coach. On va en reparler d'ailleurs, c'est vrai que c'est ton coach bravo. Une victoire de coach, des systèmes et puis des joueurs en sortie de banc. Un Marcus Smart qui est phénoménal sur la fin de match hier. Et puis défensivement, ils ont imposé des choses à Philly. Ils les ont sortis de leur routine de jeu. Ils les ont forcés à trouver d'autres solutions dont ils avaient
dont Pas les cartes. ils n'ont pas eu besoin en saison régulière. Ils ne sont pas allés plus loin que ça. Et là, ils ont affronté une équipe qui s'est dit putain, il faut qu'on fasse autre chose. Et ça, on ne l'avait pas prévu dans notre plan de jeu. Ben Simmons, alors, il fait des chiffres corrects, mais pas l'énorme influence qu'il a pu avoir sur la saison régulière. Et ça, il faut donner du crédit à Brad Stevens qui a su sortir des rails cette équipe de Philly. On va rester sur Philly parce qu'on va reparler forcément de Boston pendant la preview face aux Cavs. Ça sera super intéressant. Juste Philly, on a l'impression que, tu vois, c'est vrai que c'est deux équipes jeunes au final, mais qu'on a clairement senti qu'ils ont manqué de maturité. On se souvient de cette fin de match où ils perdent 3 ballons sur le match 3 et la série bascule complètement. Et même hier, encore une fois, s'ils gagnent, ils relancent presque la série. Et finalement, donc, qu'est-ce qui manque encore un petit peu à cette équipe? De toute manière, personne ne va dire que c'est une saison non réussie pour cette équipe de Philly. Non, on va avoir un tableau de leur On va voir un tableau saison. exactement dans C'est une grande saison pour Philly. En début de saison, on les voyait plutôt 8e. Là, ils arrivent avec l'avantage du terrain en play-off. Ils passent un tour. Ils ont une série de victoires incroyables, les 15 victoires ou 16 victoires d'affilée à un moment donné. Pour finir la saison, ouais. Voilà, pour finir la saison. Des gens qui ne jouaient pas avant, qui étaient blessés et maintenant qui font des saisons complètes, évidemment Ben Simmons ou Joel Embiid. C'est évidemment l'apprentissage NBA qu'on a vu. Et on imagine qu'année prochaine, ils vont revenir, même si l'effectif ne bouge pas du tout, ils vont revenir clairement plus fort avec de l'expérience en plus. Là, pour le coup, ça joue vraiment. Steph, les Sixers, on peut dire, même si hier... Steph vient de bailler, ils l'ont un peu mauvaise. Ils l'ont un peu mauvaise hier. On a vu Joel Embiid après le buzzer. D'habitude, les joueurs vont se prendre dans les bras, se congratuler. Lui, il a tracé direct dans les vestiaires. On peut dire que c'est une saison réussie quand même pour les Sixers. Oui, c'est une saison clairement réussie. Maintenant, je pense que quand ils arrivent en fin de saison régulière avec une série de 16 ou 17 consécutives, ils se voient aller au bout. Ils voient que Boston, sans Kyrie Irving, avec des joueurs blessés, ils se disent on a un coup à jouer. Ils mettent 4-1, ils gagnent 4-1, je crois, au premier tour. Contre Miami, ouais. Ils mettent 4-1 à Miami. Et puis Joel Embiid, qui est quelqu'un, alors oui, il a des déclarations un peu tapageuses, trust the process et compagnie, mais quand il dit ces choses-là, il faut assumer après. Il faut pouvoir montrer. Et pour lui, perdre en demi, il sait qu'il va avoir un retour du bâton. Il a commencé le trash talk, il s'est fait chambrer par Marcus Morris sur le match 4 où il disait il y a 3-0. Lui, il doit s'en vouloir un peu parce que c'est vrai qu'il a beaucoup parlé. Il a eu envie d'assumer. C'est pour ça qu'il est triste à la fin et qu'il se barre. Mais cette équipe-là, c'est pour moi clairement l'avenir de la NBA. Je veux dire, Joel Embiid va être, quand on pense que c'est sa première véritable saison, et encore elle a joué les back-to-back que sur la deuxième partie, cette équipe-là, elle va devenir monstrueuse. Ben Simmons va progresser, c'est sa première année à Ben Simmons aussi, il va progresser. Joel Embiid, il va progresser, il va apprendre à lire les trappes, il va gagner encore en dureté, et puis des joueurs après à voir ce qui va se passer avec des Jerry Dick et Robert Covington et compagnie. Mais, pour aller dans ton propos, on a un tableau justement parce que la saison se termine là. On va penser à la suite. Côté Sixers, certes, alors il ne faut pas être non plus un grand spécialiste basket pour dire que l'avenir appartient aux Sixers. C'est ce qu'a dit Joel Embiid. On a un futur brillant. Mais justement, ce futur, va falloir quand même peut-être peaufiner certaines choses, penser peut-être un peu mieux sur certains postes. Et on a fait un tableau justement pour voir à quoi devrait ressembler l'été des Sixers. Et on a chacun des priorités. Et toi, Steph, c'était Markelle Fultz. On imagine que c'est quelle sorte d'utilisation? Son utilisation, alors, en profiter tout l'été pour le retaper, pour le remettre en confiance, pour soigner encore s'il a un bobo à l'épaule. Parce qu'on a vu que Markelle Fultz, quand il a fait son retour, il a fait des matchs où on voit qu'il a des qualités. Hein. Il a fait des matchs à plus de 10 passes, il a fait des matchs à plus de 10 rebonds, il a fait un triple-double. On voit que c'est quelqu'un qui a des qualités. Donc, le remettre sur piste pour qu'il soit là, je pense qu'il faut le faire jouer en Summer League cet été, où ils prennent beaucoup de minutes. Ben Simmons ne va pas y aller, donc lui, il faut que ce soit le meilleur titulaire d'équipe des Sixers Summer League. Leur mettre sur les rails, lui trouver un rôle important, parce qu'on oublie aussi que c'est un meneur de jeu. Markelle Fultz, on sait que Ben Simmons a beaucoup de... Justement. Pourquoi pas les associer tous les deux, trouver des choses comme ça. On a vu que là, il a relancé TJ McConnell, donc il joue meneur, et c'est donc du coup Ben Simmons qui était décalé sur le poste 4, il peut aussi jouer 3. Ça peut être une option l'année prochaine de ne pas voir starter Ben Simmons sur le poste 1, Tom? Non, je pense quand même qu'ils vont continuer au moins une saison de plus avec Ben Simmons sur le poste de meneur. De toute manière, là aujourd'hui, ils se sont éclatés avec Ben Simmons en meneur. Maintenant, je vous pose une question, les gars. Markelle Fultz, il n'a pas du tout joué du deuxième tour. Est-ce que c'est pas dommage d'avoir un aussi grand talent dans l'effectif, et sans parler de l'impact qu'il aurait eu en tout cas, mais histoire qu'il prenne lui aussi de l'expérience. Là, il n'a pas du tout joué sur le deuxième tour. On en vient à ce que moi j'ai mis donc dans les réflexions de l'été à voir, c'est Brett Brown. Alors hier quand on préparait l'émission, Steph, chez toi, tu me disais c'est un peu sévère. T'as raison, c'est sévère. Mais on sait qu'à un moment donné, dans l'histoire, toutes ces équipes jeunes avec un vrai énorme potentiel, il faut leur mettre un coach un peu charismatique. Je trouve que Brett Brown a mangé son pain noir avec ses saisons très compliquées où il avait beaucoup de blessés, il prenait des branlées et on ne pouvait pas lui tomber dessus. Il a fait une bonne saison régulière. Je trouvais qu'en play-off, même si lui aussi découvrait certaines choses, il y a eu des sorties de temps mort qui m'ont un peu gêné. Il y a eu la gestion de Markelle Fultz m'interroge aussi un petit peu, même s'il y a ce choix de relancer TJ McConnell. Donc je me suis dit, est-ce qu'on n'anticipe pas
d'1 an ou 2 ans et d'aller chercher un coach un peu plus charismatique. Je pense à peut-être un Budenholzer déjà, tu vois, Messina. ou Messina. Même si Messina n'a jamais été coach numéro 1 en NBA, mais en tout cas, son vécu en fait un mec charismatique. Donc, est-ce qu'on ne gagne pas du temps où on a, comme les Bulls avaient fait avec, c'était Doug Collins qui était coach, et c'est Phil Jackson qui devait franchir un cap. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on se pose pas une question autour de Brent Brown? Moi, je pense qu'on peut gagner du temps, peut-être aujourd'hui, parce que j'ai, à tort, peut-être vu certaines limites chez Brent Brown. Ouais, alors je trouve que ça serait vraiment dur de se séparer de Brent Brown maintenant. Moi, je lui donne encore une année supplémentaire. C'est quand même un coach qui a vu grandir Ben Simmons, qui a vu grandir Joel Embiid. Tu ramènes un Budenholzer ou un Ettore Messina qui ne connaît pas forcément. On rappelle qu'entre les coachs, c'est pas forcément des tactiques. Il y a aussi des affinités qui se créent. Les mecs, ils passent une saison ensemble. Il y a des liens qui se Est-ce créent. que tu as l'impression sur les temps morts, et moi, je dis à ça aussi, quand je les vois, j'ai pas l'impression, notamment avec Embiid, qu'il y ait une relation incroyable avec leur coach. J'ai pas l'impression qu'ils. Là, honnêtement, en plus contre Boston, quand tu vois vraiment le rapport qu'ont les joueurs des Celtics avec Brett Brown et quand tu vois les temps morts, et d'ailleurs la gueule des sorties des temps morts, ça explique aussi cela. Je sais pas, sans vouloir, je dis pas que c'est une pipe, Brett Brown, loin de là. Je dis que cette équipe est appelée à aller très très haut et à être champion NBA un jour ou l'autre. Donc, est-ce que très vite, tu te dis pas, bon, lui, il est bien, il est correct, mais on veut tout de suite aller peut-être chercher un niveau au-dessus. C'est ça que je suis en train de dire. Attention. J'entends, parce que je vois, ce que je vois, c'est que sur la relation des joueurs, moi je me souviens à Londres, j'ai vu Joel Embiid et Brett Brown faire des shoots ensemble, être très proches, faire des câlins, des machins, des trucs, avoir ce À la truc. chicha, moi, je les ai vus à la chicha tous les deux. Avec Adrien Rabiot. Et donc sur leur relation, j'ai l'impression qu'ils ont une très bonne relation. Après, j'ai aussi l'impression qu'on a déjà vu quelques limites. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas évoluer. Dwayne Casey, mine de rien, a évolué. Vraiment. Ouais, non, mais j'entends, C'est mais intéressant d'avoir votre c'est un avis. peu le Mark Jackson des Warriors. C'est quand Peut-être même qu'il dur, faut un c'est nouveau quand même coach dur pour que cet évoluer. été, il lui dit, tu dégages. Ouais, non, mais clairement, s'ils le font, c'est des enfoirés. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si pour vous, Brent Brown peut amener cette équipe un jour à gagner le titre d'ici 3, 4 ans, 5 ans. Tom, toi, avant de te pencher sur le cas du coach, tu avais envie de te poser sur un poste de jeu. C'était le poste 3 de cette équipe. Donc, on vise forcément Bob Covington. Tout à fait. Bob Covington qui est sorti du 5 majeur sur le dernier match. C'était un bon joueur. C'est un gars qui est là depuis longtemps. Il a un bon petit contrat. Ça se voit que c'est un poteau et qu'il est là depuis longtemps et tout ça. Sur 4 ans. Ouais, et du coup, C'est pas énorme. il est récompensé c'est un bon joueur, un bon défenseur, il peut être adroit et tout, mais j'ai l'impression que dans cette équipe, il va leur falloir un mec plus fort sur ce poste-là, un meilleur défenseur que lui, parce que si ils ont en tête d'aller en finale NBA dans la conférence Est, tant qu'il y a LeBron, il va falloir quelqu'un qui le regarde droit dans les yeux. Et je pense que Robert Covington ne fera pas l'affaire. Meilleur défenseur, c'est lui quand même des fois qui se colle un C'est petit pas peu grave. sur les meneurs Meilleur adverses et défenseur. tout. Je pense qu'il faut je pas dit que c'est un mauvais défenseur. Je dis qu'il faut un défenseur d'élite, un gars que tu envoies, tu dis, il est capable de regarder le pendant. Souvent, on dit ça, des défenseurs d'élite, et quand on y pense, il y a d'élite, hein, vraiment, il y en a peu finalement en NBA. Bien sûr qu'il y en a peu, je te dis pas que c'est très facile. Je te dis qu'ils ont beaucoup de matos, ils ont beaucoup de jeunes. On voit Dario Saric qui était très fort hier soir. Ils ont plein de gens sur ces postes-là, mais je pense qu'il va leur falloir quelqu'un Avec un profil à part. Un profil à part, clairement, qui soit un homme de mission. Et pourquoi il y en a pas plein comme ça. Alors, Robert Covington, pour revenir, bon défenseur, mais par contre, en termes d'adresse sur cette demi-finale, il met un tir à 3 points. Il faut savoir qu'Aaron Baines de Boston en met plus que lui sur cette série. C'est improbable d'ailleurs. C'est- Ça, pareil, c'est un nouveau système. On en reparlera, mais pour Aaron Baines dans les corners, j'ai pas compris. Mais ça marche, Covington, il est capable de mettre des cartons. Souviens-toi, son début de saison, il est capable surtout de mettre des bulles. Ouais, bah regarde, les stats sur la série, les gars. Il est donc en 5 matchs, il est à 6,8 points, 5 rebonds, à 26% au tir, 25% à 3 points, tu viens de le dire. Et il fait juste un super match, le match 2, à 4 sur 7 à 3 points. Sinon, il est à 2 sur, je sais pas, sur 15. Hier, il sur met un 20. gros tir pour passer devant, mais oui, Robert Covington est passé un petit peu au travers. Pour revenir sur les postes 3, on sait qu'il va y avoir 3 gros postes 3 sur le marché cet été. Il y a Paul George, forcément, notre ami pour ça que je Polo, dis ça, hein. LeBron James, et peut-être Kawhi Leonard, en fonction de ce qui se passe du côté des Spurs. Et les Sixers ont quand même des atouts dans leur manche. Pourquoi pas un petit deal Dario Saric, Markelle Fultz, Robert Covington contre un gros poste 3. Donc, ouais, mon gars, si t'es les Spurs, tu peux réfléchir. Hein. À suivre. Dites-nous, moi, vraiment, ça, c'est ce qu'on adore le plus quand on lit les commentaires. C'est quand vous avez, vous, des réflexions comme ça sur comment monter peut-être un trade et pour avoir un poste 3 d'élite et faire franchir un cap à ces Sixers. Une autre équipe où l'avenir est peut-être un petit peu plus inquiétant, ils se sont fait éliminer aussi, c'est les Raptors. Et c'est pas tant de perdre face à LeBron James qui nous a un petit peu laissé un goût amer dans la bouche, c'est la manière. C'est l'une des pires manières qu'on ait jamais vues. On parle du premier de la conférence Est, une équipe qui a énormément évolué au coaching, surtout Dwayne Casey, avec un DeRozan qui a changé son rôle. Il était moins scoreur, plus créatif, plus créateur pour les autres et clairement en progression. On voit que c'est les stats sur la saison, 3e meilleure attaque et 5e meilleure défense au rating. Ce sont des stats de très 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 bonne équipe, presque 60 victoires. C'est une saison merveilleuse, la plus belle saison à Toronto. Et au bout du chemin, tu te fais sweeper
mais comme des préadolescents par LeBron qui lui est arrivé en mode Oula. en mode papa. Chat dans la gorge. Et surtout, moi, j'ai été mais déçu du comportement de DeMar DeRozan, clairement, qui a joué, qui s'est chié dessus, on va le dire comme ça, qui n'a pas été bon du tout. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard dans tes pistes de l'été, j'imagine. Moi, je suis très, très déçu, honnêtement, de ces Raptors. J'avais clairement la conviction et la sensation qu'ils avaient franchi un cap. Et je vais même aller plus loin. Et je reste persuadé qu'ils l'ont fait encore cette année. Parce que pour la première fois, après une élimination comme ça, Kyle Lowry a dit « Pour moi, c'est une saison gâchée. On aurait dû aller plus loin. » Donc, pour la première fois... Alors, comment il était content d'être là. Voilà, avant il y avait ce truc de ouais, on a fait une bonne saison, en playoff ça va, ça a été dur, mais ça va, à part quand il sortait au premier tour. Ou là. Mais même au premier tour, il n'y avait pas de déclaration comme celle-là, très peu. Là, clairement, Kyle Lowry dit c'est une saison gâchée. Donc peut-être que dans les têtes, parce que j'ai l'impression que c'est que ça finalement l'évolution des Raptors, dans les têtes, il y a eu une évolution, Steph. Ouais, après, dans les têtes, il y a une évolution. Quelle évolution Mais là, après la défaite, Après la défaite, pardon. Après, moi, je pense que psychologiquement, ils sont tous atteints. Tous ceux qui ont fait partie de ces 3 éliminations face aux Cavs, je crois qu'il y a un énorme problème psychologique. Et le coach aussi est touché, parce que quand vous êtes coach et que vous êtes touché, instinctivement, vous remettez cette, tu vois, comment dire, ce malaise, je veux dire, votre stress, il peut rejaillir sur les joueurs. Et moi, je suis très déçu. Je suis pas déçu du petit bonhomme, là, du numéro 7 sur la gauche, qui lui a compris que cette année, son rôle était un peu moindre. Il a été très correct face à Dans Cleveland. l'attitude, après ça reste un mec à 30 millions. Oui, Non, mais moi aussi, je suis d'accord avec toi. Il a fait beaucoup de choses. donné- Il a créé pour les autres. Mais à un Il a eu un rôle de leader, mais il a eu un rôle de vétéran de 36 ans, alors qu'il les a Ouais, pas mais et ouais, qu'il a 30 millions. Je crois que Casey, à un moment donné, il a voulu changer sa façon de jouer en impliquant plus le banc et en disant DeMar DeRozan est la star de l'équipe. Ouais, Donc il a dû expliquer à Kyle Lowry, écoute, ça sera DeMar la star. Toi, j'aimerais bien que tu aies un rôle de... Le match 4 contre Cleveland, il passe quand même vraiment au traviole, quoi. Mais moi, j'en veux plus à DeMar DeRozan qui Clairement. a été incroyable sur cette saison régulière et qui est une fois de plus, les mecs, il a pas fait un match à plus de 30, je crois aussi. Je vais regarder Quoi, ça. contre Cleveland Ouais. Peut-être sur le match 1, le grand match, mais pourtant, il avait été plutôt bon face à La fin Washington. de la série est catastrophique en termes de jeu et en termes de relation avec Dwight Casey. Le mec est benché, il est mauvais, il est en dépression sur le banc. Et je crois qu'il y a un vrai problème du côté de Toronto et ça va exploser. Pour moi, ça va exploser. Transition parfaite, justement, cet été. Donc, pareil, eux, ils vont se poser des questions et peut-être un peu plus que les Sixers. Qu'est-ce qu'on fait cet été chez les Raptors? Steph, justement, tu nous parlais de DeRozan. Pour toi, c'est clair. Il faut faire quelque chose avec DeRozan. Je pense que c'est une valeur marchande énorme sur le marché. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, Kyle Lowry est un bon meneur de jeu. Je pense qu'il faut le garder, même si c'est un peu De toute façon, cher. personne n'en voudra 30 millions. Ah non, Non, voilà. clairement. DeMar DeRozan, par contre, lui, il y a des clubs qui pourraient être intéressés parce que, alors, on parle face aux Cavs, on est en train de lui tirer dessus. N'oublions pas quand même qu'il y a eu 82 matchs où il était pas loin d'être meilleur scoreur de la ligue. Il a été très bon, il a progressé sur le tir à 3 Bon, points. contre Washington aussi. Hein. Ouais, contre Washington aussi. Donc maintenant, je crois que pour lui, et même pour lui, je crois qu'il a besoin de porter un autre maillot parce que le fardeau est trop lourd de se faire éliminer trois fois alors qu'on a beaucoup d'attentes autour de lui. Je crois qu'il ferait bien Il d'aller vient de voir signer ailleurs. l'année dernière, c'est ça. Et ça fait, il vient de finir la première année de son énorme contrat. Toi, Thomas, DeMar DeRozan, tu ne le vois pas spécialement porter un autre maillot, mais tu le vois plus porter ses balls, si on peut revoir le tableau et le Chicago, magnifique alors, faut qu'il aille à montage. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Ouais, le truc, c'est que, alors évidemment, entraîner DeRozan, ça peut être une piste. Le truc, c'est que c'est quand même l'âme de cette franchise aujourd'hui, c'est le visage de la franchise. Je ne les imagine pas faire un trade aussi important, ou alors il y a vraiment que Kawhi en face, un truc, un mastodonte trade comme ça. Non, moi, évidemment, ce que je leur souhaite, et ça rejoint un peu ton idée, c'est qu'il leur faut du temps, mais il leur faut surtout des coronas. Il faut qu'ils aillent voir le psy, il faut qu'il y ait des regroupements, je sais pas, qu'ils aillent à Merano, qui discutent, j'en sais rien, qu'ils trouvent un truc, gros, mais qu'ils arrivent à se sortir. Ouais, Merano. Merano, c'est le truc. C'est le centre pour maigrir, là, où il est en allé Italie, là. Gignac, là. Ah, à 5 000 € la semaine, là. Gignac. Ah, Tu d'accord. te souviens pas? Je Il mange connais des Nadine, radis, moi, là. Je connaissais Nadine Merano. On te fait la bise, hein, Nadine, évidemment. Ouais, il va falloir pas, qu'il... ou pas. Ou pas, ouais. Il va falloir qu'il se sorte... Je sais même pas comment expliquer, mais c'est une affaire de Corona, c'est une affaire de... J'en ai marre d'être la victime de LeBron, parce Il y a une qu'aujourd'hui, c'est le barrière- cas. il y a une barrière Aujourd'hui, c'est les psychologique. victimes, mon gars. LeBron, c'est le daron. Il joue contre eux, il fait « Ah, je vais vous grailler ». Et il les graille. Là, c'est un sweep en Tu sais, c'est les demi-finale. petits qui jouent sur le playground du quartier, ils font ce qu'ils veulent, ils font la pleine misère, et lui il arrive, boum, il met tout le monde à l'amende et il joue avec ses potes, il leur ça dit. met des coups de pression, Ouais. tac, tac, boum, boum, et puis tu repars avec la victoire. C'est quand même... Moi, j'ai rarement vu ça. Je sais pas si dans l'histoire... dites-nous dans les commentaires si vous voyez ce genre de truc. Demande aux Knicks avec Michael Jordan. Hein. Ouais, Alors, il se faisait pas sweeper. Ah, mais il se faisait pas Il se faisait sweeper, pas il sweeper. leur rentrait dedans. Alors oui, il y avait ce truc-là, mais là, il faisait un sweep. Mais il y avait un blocage psychologique. Oui, mais parce qu'ils étaient vraiment plus forts en face. Là, moi, j'ai Ça pas... se joue pas grand-chose, Moi, j'ai c'était quand pas même vraiment plus l'impression... fort, hein, Moi, j'ai ils étaient l'impression plus quand forts, même que cette année, Toronto est une bien meilleure équipe que Cleveland. Et pourtant, tu te fais sweeper. C'est pour ça, alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. J'ai l'impression que Cleveland est une bien meilleure équipe, que Toronto est une bien meilleure équipe que Cleveland. J'en reste persuadé aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi,
je veux rien changer. Je veux leur donner encore un an. Il s'est passé quelque chose. Et mine de rien, cette défaite-là, on apprend souvent dans les défaites. Souvenez-vous, les Seattle Supersonics avant, en finale face à Jordan en 96, c'est les plus grandes craquettes de l'histoire qu'on ait pu voir. Donc, j'ai envie de leur donner un an parce que contractuellement, ça va être compliqué de faire bouger les choses. Attirer un gros nom à Toronto, c'est pas non plus, c'est pas non plus cadeau. Donc je crois qu'il y a quand même, il y a des jeunes surtout derrière, il y a un banc installé, il y a des superstars qui aujourd'hui ne peuvent plus se cacher. Et clairement aujourd'hui Jordan ne peut plus se cacher. Il y a un coach que je reste persuadé qu'il a évolué. Je leur donne encore un an. Comme ça, an, dans l'état, tu changes dans rien. l'état, je leur donne. Après, tu regardes, si tu peux choper un vétéran ou deux, regarder à la draft, Oui, mais dans l'état actuel, le noyau dur, je le garde. C'est à risque, mais au moins, je leur donne. Ils ont tellement mis de temps à construire ça, tu me dis, ils méritent encore une saison. J'ai quand même l'impression que c'est plus facile de faire ça que de transférer tout le monde. Hein. Oui, aussi, bien sûr. Et pour revenir sur de Ekazi, vous avez vu qu'il a été élu coach par ses pairs, coach de la saison. Normal. Enfin, le timing est mauvais. Le timing est mauvais parce que Brad Stevens, il a zéro voix. Ouais, mais c'est cata. Aucun coach de la ligue a voté pour Brad Stevens. Honnêtement, cette soirée, ça sera l'occasion d'un débat, mais cette soirée en fin juin là, pour les non, Oscars, c'est une mais catastrophe. ce vote-là, il compte pas pour. C'est un vote à part. Ah, d'accord. C'est juste les coachs, c'est pas le vote où il y a la soirée. Bon, en tout cas, oui, le timing. C'est pas le vote des coachs de l'année, mais c'est le vote des coachs. Le timing est assez catastrophique. Fais-moi ça avant les playoffs, qu'on en parle plus. Parce Ah que là, vu ce qu'il y a, tu passes à 0, tu passes pour des pipes. Et LeBron pas MVP, tu sais, c'est toujours pareil. Mec, c'est compliqué. Dites-nous, vous, comment vous voyez l'avenir pour nos amis de Toronto? Et là, je pense qu'il va y avoir plusieurs avis différents et des gros pavés, mais n'hésitez pas, parce que l'été risque d'être... L'été sera chaud, l'été sera chaud. Il va surtout falloir des Doliprane, je pense, parce qu'ils vont avoir mal à la tête. On a fait le tour un petit peu des éliminés de l'Est, forcément, on fait le tour des éliminés à l'Ouest. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Les Pelicans avaient surpris les Portland Trail Blazers au premier tour des playoffs. Ils ont même pris un match dans les demi-finales aux Warriors. Finalement, le bilan de cette saison, pareil, des Pelicans, c'est un petit peu comme on le disait avec les Sixers. Il est plutôt très, très positif autour d'un Anthony Davis qui est vraiment amené, mais ça on le savait déjà, à être un jour MVP de cette ligue, voire et champion NBA. Enfin bref, c'est l'équipe d'Anthony Davis avec un bilan correct, mais c'est surtout en playoff qui nous ont plu. Moi, j'ai envie de dire bravo à cette franchise. Mais vraiment un grand, grand bravo, parce que au début de la saison, on voulait qu'ils aillent en playoff. Avec l'arrivée de Marcus Cousins l'année dernière, à la fin de saison de l'année dernière, n'était pas top. Mais là, ils se sont bien remis. Puis ensuite, il y a cette blessure horrible de DeMarcus Cousins, la rupture du tendon d'Achille, c'était une catastrophe. Derrière, ils continuent à gagner, ils vont en playoff, ils passent un tour. On rappelle qu'ils sont déjà allés en playoff en 2015 face aux Warriors, ils s'étaient fait sweeper au premier tour. Mais c'était l'année où Casey n'y était pas allé. Je crois qu'il était blessé avec Durant, Ibaka blessé. Bref, catastrophe. Et là, ils ont fait une saison de bonhomme, j'ai envie de te dire. Quand je vois la saison, par exemple, des Blazers à côté qui finissent 3e, qui se font sortir au premier tour, je dis bravo contre eux du coup. Je me dis bravo, j'ai vu une équipe soudée, j'ai vu un coach qui a évolué, je vois une superstar qui assume son rôle et son statut. On a redécouvert Rajon Rondo. On a redécouvert Rajon Rondo dans les playoffs. Drew Holiday était très bon. Bref, en tout cas, c'est une équipe qui nous a enthousiasmés tout au long de la saison et vraiment, c'est un grand bravo que je leur dis. Steph, toi, les Pelicans, saison réussie aussi? Bon, saison réussie, puis c'est une équipe à qui on s'attache. Mirotic, super proche. C'est une équipe auquel on s'attache facilement parce qu'Anthony Davis, humainement... Et on s'empoisonne aussi. On s'attache et on s'empoisonne. Non, mais c'est une équipe qu'on aime bien. On a tous aimé Rajon Rondo et puis redécouvrir ce joueur-là qui fait l'unanimité en termes d'intelligence de jeu. Enfin, sur le terrain, la NBA, souvent, ils mettent des micros, la wired sur les joueurs. On l'entend parler, ils placent tout le monde et tout ça. Un vrai tacticien. C'est pas des perches qu'ils ont plutôt que de mettre des micros sur les maillots? Ah, peut-être, je sais pas. Ouais. Parce que avec un micro sur les maillots. Après, ils ont du matos, hein, c'est pas la first team. C'est sûr qu'ils ont des maillots. ESPN, c'est Renaud Lavillani qui prend le son. Mais quoi qu'il a arrêté parce que ça sifflait le public et il a dit non, c'est trop pour moi. Bref, pour revenir, c'est une équipe qu'on aime bien. Moi, j'adore Drew Holiday qui a une histoire parce qu'il a eu des moments compliqués cette saison. Voilà, moi j'aime beaucoup cette équipe et cette équipe-là. Je la kiffe et je la kifferai encore plus l'année prochaine quand mon ami Boogie Cousins. Alors justement, pour le tableau, vous avez compris maintenant. Qu'est-ce que là, il va y avoir du désaccord. Et moi, honnêtement, je vous cache pas que j'ai le cul entre deux chaises avec ces deux-là. T'as le droit de te défendre. Les priorités. Oui, c'est à 12h40 pour le thé. Me défendre. Hier, j'ai dit défendre parce que ça va être aussi un changement important pour évoluer. Parce que
Ils ont Rajon Rondo qui défend moins qu'à l'époque Boston, mais qui est quand même un bon défenseur. Ils ont Anthony Davis, et pourtant, c'est une équipe qui prend beaucoup de valises, notamment sur l'un contre un. Donc, c'était pas. Et en début de saison, souvenez-vous, c'était l'une des pires défenses de la ligue. Je crois que si cette équipe veut, et que ce soit à l'est ou à l'ouest, à un moment donné. Il joue aussi sur beaucoup de possessions. Non, mais d'accord, mais c'est pas non plus une équipe de grands défenseurs, et notamment sur le poste 3, mais ça sera l'option Thomas. Toi, Steph, tu veux revoir le duo Cousins-Davis, voir au complet sur une saison. Je vois au complet sur une saison, voir comment DeMarcus Cousins va revenir, parce que ce duo-là, il me fait fantasmer. Quoi. J'en attends énormément beaucoup. Énormément beaucoup, ça se dit. J'en attends énormément. J'en attends beaucoup. Parce que j'ai envie de voir Boogie Cousins à l'intérieur dans la raquette. Et on sait qu'il y a une espèce de relation qui était née entre ces deux joueurs avec Boogie Cousins, qui a une qualité de passe hors norme. Sur le début de saison, il était quand même sur des chiffres invraisemblables à pas décisifs. Et les alley-oops qu'il envoyait à Anthony Davis. Et j'ai envie de voir ça. Et j'ai envie de voir comment, surtout, les adversaires vont pouvoir faire pour stopper ces deux garçons-là sur une saison entière, avec un Rajon Rondo, avec un Jrue Holiday qui a pris de la valeur encore. Et parce que Boogie Cousins, là, il est parti un peu aux oubliettes, mais on a tendance à oublier qu'il était parti pour être candidat au titre de MVP avec ses chiffres. All-Star, déjà, il avait été élu All-Star. Une simple question. Et puis j'ai l'impression qu'il s'est acheté un comportement aussi. On parle de Rajon Rondo, qui a explosé pendant ses playoffs, qu'on a retrouvé compétiteur acharné, qui porte, mine de rien, beaucoup la balle, qui organise beaucoup le jeu. À l'image, même si ce n'est pas du tout les mêmes postes, à l'image de Boogie Cousins, des fois, qui aime bien avoir la balle en main. Est-ce que les deux peuvent cohabiter, Thomas? Oui, ils peuvent cohabiter, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, le problème de DeMarcus Cousins, il est double. La première chose, c'est défensivement. Moi, je te dis que quand Cousins est sur le terrain, c'est une bien moins bonne équipe défensive, parce que c'est une patate qu'il n'aime pas venir défendre sur le pick and roll, et que quand tu joues avec Davis et Cousins, bon courage quand il y a des postes 4 un peu fuyants. Je les trouve meilleurs avec Mirotic sur poste 4 aujourd'hui. Sur le poste 4, c'est pas Davis qui va au large, qui peut le faire un peu. Oui, sauf que quand tu es poste 5 aujourd'hui, qu'il y a ton joueur qui va poser l'écran, c'est toi qui défends, jusqu'à preuve du contraire. Sauf si Cousins se change, enfin bref. Et le deuxième truc, c'est que je pense, alors c'est compliqué d'un point de vue du cap et tout, mais aujourd'hui, cette équipe serait largement meilleure, je dis bien largement meilleure, avec Paul George dans l'effectif, plutôt que des Marcus Cousins. Ils peuvent pas Pourtant, avoir le gros manque de cette équipe, tu m'as toujours dit ça pendant Bien cette sûr. c'est un poste 3 complet, all-around, et qui peut surtout de bons défenseurs. Eton Moore fait une vraie bonne saison. Il a trouvé de l'adresse et tout ça, mais on va pas lui faire. C'est pas une offense de dire que c'est un petit joueur. Si t'as Eton Moore en sortie de banc, t'es très bien. Oui, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le poste 3 titulaire. C'est le poste 3 titulaire. Moi, je dis, il faut foncer sur Paul George. Alors, c'est très compliqué, t'es pas sûr de l'avoir, ça se trouve qu'il va se barrer à Los Angeles dans tous les cas, mais si t'as l'opportunité de le signer, il faut le faire. Et quitte à lâcher des Marcus Cousins, qui revient de blessure et qui est un profil quand même compliqué aujourd'hui dans une équipe NBA, surtout quand t'as Anthony Davis dans la même équipe. Tu vois, donc moi j'aimerais qu'il y ait ce gars-là, gros défenseur, qui regarde les autres postes 3 les yeux dans les yeux, et qui peut arriver, et t'as fait direct, parce qu'avec Jrue Holiday, Rajon Rondo, Anthony Davis, et tu rajoutes Paul George, ça fait quand même une équipe de très 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 haut niveau. T'es pas d'accord? Si, mais c'est pour ça que Non, c'est très compliqué entre re-signer. Parce qu'avec Boogie Cousins, avec Boogie Cousins et Anthony Davis, tu causes des problèmes, notamment aux Warriors et aux Rockets, que personne d'autre peut poser dans la ligue. Oui, mais t'as personne pour défendre sur KD. Moi, je veux bien vous proposer. Mais si t'as pas personne qui va. T'as le droit de trouver un mec un peu qui met la tête là où personne met la main, et t'en envoies un Tony Allen, ça va, c'est pas le truc. Un Mbamute ou un PJ Tucker. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Les gens, ils ont pas envie d'aller aux Pelicans aujourd'hui, c'est ça. Méfie-toi, si tu re-signes Boogie Cousins et qu'avec la série de playoffs qu'ils ont faite, mais par contre, en même temps, alors pour le coup, je fais un peu le Suisse là, mais j'adore aussi cette idée de rajouter Paul George. Et pour le coup, c'est Anthony Davis qui est l'intérieur 4-5 qui fait la pluie le beau temps. C'est lui qui a la raquette à lui tout seul et qui se marcherait peut-être un petit peu moins dessus avec des Marcus Cousins. Mais c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'était facile, je te dis que moi, c'est mon choix. Marcus Cousins a beaucoup de qualité et c'est vrai qu'une fois qu'il a la balle en attaque, compliqué. Non, mais je l'ai jamais vu en playoff, moi, perso. Donc après, ça se trouve qu'il va faire des DeRozan. Enfin, personne n'a jamais vu en playoff. Lui non plus. Donc ça se trouve que ce sera un DeRozan, on n'en sait rien. Mais ce que je veux dire, c'est que Paul George, t'es persuadé que quand Anthony Davis, il a la balle au truc, boum, renversement, tes jeux, lui va les mettre les tirs. Lui, il va les mettre et lui, il va défendre sur les vrais gars en face. Donc, ça fait quand même un vrai trou qui serait comblé. Il y a quelques semaines, les Pelicans avaient communiqué, ils voulaient proposer le max à DeMarcus Cousins sur une saison. Ouais, donc, on va dire 25-30 millions au moins. Sur une saison. C'est pour l'instant ce qui. C'était avant. J'avais 1 plus 1, je crois. 1 plus 1. Il va accepter ça, DeMarcus Cousins. Ça revient à peu près au même. Le mec est blessé, je crois pas qu'il va cracher sur ça. Mais attends, vous pensez qu'il n'y a aucune autre équipe qui va lui proposer le max sur 4 ans? Moi, je pense sérieux quoi. Le mec est blessé. Moi, honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'il y a une redistribution des cartes un petit peu pendant ces playoffs, à l'Est comme à l'Ouest. Et je pense effectivement qu'on peut avoir beaucoup de surprises cet été. On fera des émissions exprès pour en parler. Mais de revoir Cousins à la Nouvelle-Orléans, avec les playoffs qui viennent de se passer,
Et Rajon Rondo, qui est redevenu Rajon Rondo, ça peut peut-être changer les idées des Pelicans. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, autour de Cousins ou attirer Paul George. C'est un super débat en tout cas. Très bon débat. Il y a un autre très bon débat à voir. C'est la suite chez le Jazz d'Utah. Le Jazz d'Utah qui est sorti avec les honneurs face aux Rockets. Défaite 4 victoires à 1. Et bon, ils n'ont pas de Rubio. Blessé dans le match 5, Donovan Mitchell qui se blesse. Rudy Gobert. Dante Exum qui s'est pété aussi. Dante Exum qui s'est pété. Raoul Leto qui joue. Beaucoup. Donc ça c'est compliqué. Du coup, Rudy Gobert, un peu orphelin par rapport à son meneur de jeu, il rayonne moins forcément. Mais un mec comme Rudy Gobert, c'est pas nouveau. Il a besoin d'un meneur de jeu. C'est pas Hakeem Olajuwon, c'est pas la nouvelle du siècle. Mais finalement, mine de rien, ces Jazz nous ont beaucoup plu cette saison. Oui, bon, on a été séduits. On les voyait sans Gordon Hayward. Rappelez-vous, au tout début de saison, nous les premiers d'ailleurs, avec la perte de Gordon Hayward, on disait s'il y a une équipe qui peut chuter, ils font 5e, je crois, la saison dernière. S'il y a une équipe qui peut chuter avec la perte de Gordon Hayward, ça serait Utah. Limite, ne pas les voir en playoff. Et George Hill, il y avait George Hill qui était. Et George Hill. Moi j'ai clairement dit qu'ils seraient en playoff. Voilà, je crois que tous les trois, on était quasiment persuadés de ne pas les voir en ouais. playoff. Donc déjà, la saison régulière est exceptionnelle. On le rappelle pourquoi elle est exceptionnelle, parce que Donovan Mitchell surprend tout le monde. Et surtout, Rudy Gobert, quand Rudy Gobert était blessé, il joue 58 matchs cette saison. Quand Rudy Gobert est blessé, le Jazz est dans la tourmente. 9e, 10e, ils sont pas bien. Rudy Gobert revient, il les propulse là où on sait. Maintenant, c'est une saison forte. C'est fort ce qu'ils font. Donovan Mitchell, on a vu l'avènement d'un futur très grand de la NBA. Et on a vu encore une fois aussi l'importance de Rudy Gobert dans cette équipe. Et Ricky Rubio, surtout toi, Erwan, je me permets de te le dire, qui n'a pas un grand amour pour lui, a fait une saison très très honorable. Moi, qu'on vient de me dire que ces 3 dernières années à Minnesota, il fait rêver les gens, on peut en débattre. Qu'aujourd'hui, on me dise il a été très fort sur la saison régulière et très très fort en playoff, je dis bravo. Il a retrouvé. C'est tout à ton honneur. Moi, je pense que ce qu'il a fait cette année avec le Jazz, alors peut-être qu'il a trouvé un coach avec qui il s'est entendu. Il a aussi trouvé un pivot. Un relationnel. Il a aussi trouvé un pivot avec lequel il s'est éclaté, un deuxième arrière avec lequel aussi il s'est éclaté. C'est important aussi pour un mec comme Ricky Rubio, qui est un mec éduqué, formé en Espagne, forcément très jeune. Moi, je pense qu'à un moment donné, il s'est perdu à Minnesota. Et comme tous ces mecs jeunes, qui ont commencé très très jeunes, on rappelle, il était pro à 15 ans et demi quasiment. Quand il arrive à 23 ans, finalement, ils ont quasiment 8 ans de carrière. Et il lâche un peu l'affaire. Et le fait qu'il soit relancé à Utah, parce que oui, il s'est relancé à Utah, bravo à lui. Moi, je voulais revenir sur Rudy Gobert, qui a été en difficulté. On va pas se mentir, on adore Rudy, mais il a été en difficulté face aux Rockets. Ça s'explique par l'absence d'ailleurs de Rubio. Et ça s'explique par rapport à ce match-up à ce match-up compliqué face aux Rockets, qui sont tout le temps sur un tempo très, très élevé. Ouais, et puis Rudy maintenant, et il l'a déclaré après la défaite, il dit moi, l'année prochaine, je veux être plus impliqué offensivement, je veux servir alors, je sais que je suis important, et il est très important sur la pose d'écran. Je crois que c'est lui qui a les meilleures stats, panier après les écrans posés. Il est important là-dessus. Et lui aussi, et nous, ça fait déjà un ou deux ans qu'on réclame ça. On a envie de voir Rudy Gobert, à qui on donne le ballon poste bas, et qui a du mouvement autour, et que lui, il aille finir, provoquer des fautes. On a envie de le voir, lui, il a envie de le devenir. Et je crois que le futur des Jazz, la progression du Utah, elle passera par là. Rudy continuera à mettre des écrans, continuera à mettre des alley-oops, continuera à prendre des rebonds offensifs, continuera à être un très bon défenseur parce qu'il a ça dedans. Et sa vraie marge de progression, elle est là. Il en a conscience. Vas-y, Polo, envoie le tableau et on va voir que Steph, c'est ce que tu as choisi pour l'évolution du Jazz cet été. C'est de voir Rudy Gobert plus impliqué et plus épanoui et développer son rôle d'attaque. Alors, il l'a déjà fait l'été dernier. Il n'est pas venu en équipe de France pour soigner les bobos et pour travailler. Donc, on n'a pas vu les fruits du travail cette année. On espère qu'il aille en équipe de France aussi, mais qu'il travaille, parce qu'il n'y a rien de mieux pour moi de la progression que de jouer avec son équipe nationale, au passage. Mais voilà, maintenant, il faut aussi qu'il apprenne que ses partenaires aient confiance en lui, que Quinn Snyder mette des systèmes pour lui, comme tu l'as dit, Erwan. Donnez-lui le ballon. Alors oui, peut-être qu'il va y avoir des échecs, mais donnez-lui la balle, il va provoquer des fautes. Pour moi, la progression du Jazz, elle passe par là, parce qu'aujourd'hui, Joe Ingles, Ricky Rubio, Donovan Mitchell, c'est beaucoup en train de faire. Le petit Royce O'Neal, même si Donovan Mitchell va au cercle. Mais à un moment donné, le basket, alors oui, le basket des Warriors est un basket à part, mais à un moment donné, ils mettent le ballon un petit peu à l'intérieur par le drive et tout ça. Et je crois que pour trouver de l'alternance, il faut que Rudy Gobert devienne un joueur d'attaque. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi pour dire qu'il faut que Rudy se développe offensivement. Malheureusement, et vraiment malheureusement, qui en NBA, dites-moi si quelqu'un vous vient comme ça à l'esprit, un profil ultra défensif comme ça, et devient une arme d'attaque. Je dis pas qu'il va tourner à 25 points, je demande même pas ça. Je suis pas sûr que lui non plus veuille tourner à 25 points. Mais non, écoute, moi je vous parle d'une arme offensive. Tu vois, j'ai plein de profils. Il a le droit de rajouter une corde à son arc. Donnez-moi un exemple de joueur
là, récemment, dans l'histoire, un gars de son profil, je pense à Tyson Chandler, il y en a Jordan. plein, des Jordan si tu veux, à qui on annonce des... Jordan, je crois qu'il touche beaucoup plus de ballons que Rudy Gobert. Tu le vois faire des post-up. Moi, j'ai vu faire, j'ai vu des Jordan l'année dernière commencer à faire des post-up. À mi-saison, ils ont dit plus jamais, hop, des alley-oop et rien d'autre. Et elle est là, il y a aussi une réalité. Moi, je l'entends. Ils n'ont pas le même âge. Ils ont pas le même âge. Théoriquement, j'entends. Moi, je dis juste que regarde, Tyson Chandler, c'est le meilleur exemple, je pense, qui est arrivé avec un vrai profil défensif, une vraie arme et tout ça. Il a jamais eu d'impact offensif. Moi, j'ai peur que Rudy Gobert n'arrive pas à passer ce cap. On va lui dire, tiens, on te file la balle, place-moi un petit coup main gauche, place-moi un petit truc. C'est ça qu'on lui demande là, c'est ça que tu lui demandes. Oui, bah, et moi, c'est ça que lui demande aussi. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'en est juste pas capable. Je dis pas que c'est grave, hein, je dis juste que c'est une réalité. Bah, c'est une réalité. Et donc, il y a, On verra, donc pour moi, on verra, mais je pense qu'il y a encore une marge de progression terrible. Si on prend ces deux dernières saisons, il y a une vraie marge de progression. En attaque. On sait qu'aujourd'hui, défensivement, c'est. Mais au niveau des points, si, en plus, il me semble. Après, moi, oui, mais nous, on parle de 1 ou 2 points, il passe de 12 à 14. Au nombre de tirs, surtout. Putain, un mec comme ça, il peut pas se compter. Sur Il y a 5-6 tirs par match. Ricky Rubio absent, les 3 derniers matchs, je crois qu'il prend 6 tirs par match. Bon, tu peux pas. Mais moi, je l'ai vu en équipe de France sur des shootings de matin de préparation de match, donner la balle poste bas, faire des workouts. Alors, ça reste des workouts à 1 contre 0 ou 1 contre 3 1. ans, ouais. Il a des moves, gros. Il a des mains correctes pour finir au cercle. Alors, Je l'ai pourquoi on vu. ne file pas la balle Parce que ça peut pas être qu'une affaire de coach. Alors moi, j'aime bien l'idée de la confiance, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui est ouvert, on lui donne pas parce qu'on sait qu'il va pas le truc. Mais au bout d'un moment, le basket, c'est le sport en général, c'est aussi d'utiliser des opportunités. J'ai la balle en bas, je joue, Moi, je pense je provoque des fautes. qu'il c'est aussi ça, est non arrivé en NBA avec un profil défensif qu'il a C'est dur parfaitement, de changer. qui aujourd'hui l'a parfaitement Ah rempli. ouais, Et c'est c'est dur. dur chez les Américains en plus de se dire, bah tiens, aujourd'hui, moi, je veux aussi un petit peu mettre des paniers. Mais je crois qu'il a la confiance, il a l'attitude qu'il faut pour progresser. Après, ça sera jamais Hakeem Olajuwon Personne ou même ne lui Joel demande Embiid. ça. Mais s'il peut mettre 2-3 hooks, type 4 hooks par match, mais c'est cadeau. Attends, Et c'est moi, pas je- non- et c'est pas non plus- moi, j'en rêve c'est depuis pas- 3 ans. C'est pas non Moi, plus je le parle premier de truc. réalité. C'est pas non plus le truc le plus compliqué à faire. Eh ben la preuve que si, puisqu'il ne le fait pas du tout aujourd'hui. Mais parce qu'il n'a pas les systèmes pour. Et en Eh plus, ben, je, juste et la je fin du crois- système, je crois alors. qu'il a la puissance maintenant dans cette franchise Physique. de Utah. Non, Ah oui. la puissance Médiatique, médiatique et ouais, tout ça d'accord, pour. Je ne parle pas d'imposer et de partir au putsch. Donnez-moi 3 systèmes, sinon je me barre. Non, je crois qu'il a maintenant La légitimité. la légitimité avec son contrat, avec ce qu'il produit défensivement, d'aller voir Quinn Snyder et dire écoute, j'aimerais bien que l'année prochaine, il y ait un peu plus de pics pour moi, baseline, pour avoir un ballon poste bas. Et j'aimerais bien que, voilà, je pense qu'il a la légitimité pour réclamer ça. Et puis tu peux avoir du post-up, attraper, finir aussi. T'es pas obligé de faire des chimichèques à chaque fois. Mais moi, je vous dis, hein, ça fait 3 ans, et tu sais que je le dis, hein, Rudy Gobert, sa progression ne passera qu'en attaque avec des systèmes post-bas. Eh bien, moi, juste la réalité, il a 25 ans aujourd'hui, je ne le vois jamais. Surtout chez les En pivots. faire. Tu sais que chez Jamais. tu sais que chez les pivots, l'évolution, majorité, l'évolution, elle est plus longue. Absolument. Même faire un hook, je sais pas, mettre 40 points dans un match. Tu vois, faire un hook de temps en temps. Et il le fait jamais, c'est juste la réalité. Bref, en tout cas, moi, ça rejoint mes pistes, parce qu'on parle de création, là, d'alternance dans le jeu, de tout ça. Là, on a vu quand même les limites de cette équipe. C'est-à-dire que quand il n'y a pas Ricky Rubio, quand il n'y a pas Donovan Mitchell, il n'y a plus un mec. Alors, Alec Burks, sur le dernier match, le fait plutôt bien dans un profil de sortie de banc. Ouais, mais sur truc. les sorties d'attraper. Exactement, il y a eu des pénétrations et Voilà. tout, mais il n'y a aucune création dans l'équipe. Il n'y a pas un gars qui peut prendre la balle et dire on va faire ci, ça, je vais faire du 1 contre 1, Joe Ingles n'est que dans le tir, tant mieux, il est très fort comme ça, mais il leur manque un autre mec encore, quel que soit le poste, qui est capable de prendre la balle, faire jouer les autres et aller au panier. D'ailleurs, il faut dire Joe Ingles, pas Joe Ouais, Ingles. Joe Ingles, ouais, je veux ça. Et ça rejoint Ben ce que je dis. Simmons, Moi, Joe j'aimerais Ingles. que le banc, il y a des mecs qui sont sortis de ce banc-là cette année. J'ai beaucoup aimé le rookie Royce O'Neal, notamment. très surprenant en qui est très surprenant. Ils ont relancé Alec Burke, qui était très bien, alors qu'il avait été un petit peu mis de côté Blessé, ouais. et blessé et mis de côté aussi un petit peu dans la rotation. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ils devraient un petit peu étoffer leur banc pour que quand il y a des coups durs de blessures comme ils ont eu, ils puissent répondre un petit peu mieux sur des grandes joutes de playoffs comme ça. Donc voilà, continuez dans la logique. Moi, je prends un petit peu de vous trois. Rudy Gobert, ouais, quelques systèmes poste bas pour alterner. Donovan Mitchell va continuer à devenir un grand. Il faudrait peut-être un petit créateur. Ils avaient Joe Johnson. Tu vois, ils ont laissé Joe Johnson. Finalement, avec le recul, je me dis, c'est peut-être pas la meilleure des idées. C'est peut-être pas la meilleure des idées qu'ils aient eues. Surtout quand tu vois l'utilisation qu'ils ont fait à Houston. Après, Jake Crowder était. Jake Crowder est très bon, mais que dans le c'est tir pas un encore. créateur. Non, Que dans le non, tir. non. C'est pas, tu vois, Jake Crowder, Royce O'Neal, alors par contre, il défend dureté. Ah ouais. Mais Jake Crowder, Royce O'Neal, on est en attaque dans le même profil un petit peu. Donc finalement, je me dis que Joe Johnson, ils l'ont lâché. Retrouve peut-être un profil comme ça pour la création de Tom. Et puis, Dante Exum aurait dû être ce gars-là, et puis, quelque part. mais Dante Exum, il faut se poser des questions. Il est très très souvent blessé. Dante Exum, il faut qu'il Et arrête donc de avoir avec Yohan Gourcuff, parce que je crois qu'il va refiler son. et donc avoir un banc un petit peu plus solide. Voilà. Mais en tout cas, c'est une équipe parfaitement coachée. On en a très peu parlé de Quinn Snyder, mais c'est une équipe parfaitement coachée avec une vraie patte. Et je pense que l'année prochaine, ça va être un bel outsider de la conférence Ouest. Ils ont fini 5e cette saison et on en parlait hier ou avant-hier. Toi, tu les voyais. Moi, je les mets dans le top 5 la saison prochaine. Top 5. C'est une équipe qui a des certitudes. Non, mais complètement. Défensivement. Autour de Mitchell et puis défensivement avec Rudy Gobert,
Mec, mon gars, tu peux voyager, quoi. On l'a vu cette année. Ils peuvent voyager. T'arrives au mois de septembre pour le training camp, tu sais où tu vas avec cette équipe. C'est clair. Et Rudy Gobert, d'ailleurs, l'a dit dans un tweet juste après la défaite et l'élimination. Il a dit au début de la saison, personne ne nous voyait en playoff. Là, aujourd'hui, on a passé un tour. tagué la first On est team aussi. 5e. Oui, il aurait pu taguer la first team. Et donc, bravo, Rudy. Saison incroyable. Chapeau, Il nous a fait mentir. Rudy Bravo. Gobert. Il avait dit la meilleure arme de notre équipe, le meilleur joueur, c'est la défense. Et putain, il avait raison. Bon, allez, on a fait le tour donc, de la fin de ces demi-finales de conférence. On va se faire kiffer maintenant. Ah, vas-y, là. On va se faire des previews, mon ami, et les finales de conférence. Oula, attends, je saigne du nez. Envoie le jingle vite, je saigne du nez. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Je vous le disais dans l'édito, la guerre des étoiles. C'est pour ça que j'ai mis ce magnifique suite offert Mais par non, mon ex voilà. que je salue. Et c'est Warriors, Rockets. Ça fait 6 mois qu'on attend tout ça. Je sais plus. Ça fait 6 mois qu'on attend tout ça, les amis. Regardez le bracket. C'est 2 équipes qui ont un parcours un peu similaire. 8 victoires, seulement 2 défaites. Ils ont été plutôt tranquilles jusqu'à là, pas vraiment inquiétés. Mais là, les choses sérieuses vont commencer. Ça commence dans la nuit de lundi à mardi. Et avantage, bien sûr, aux Rockets. Parce qu'ils ont fini premier de la conférence Ouest. Avantage du terrain. Avantage du terrain. On se cache pas, c'est ce qu'on attendait depuis le début de la saison. Ah, J'aurais été très déçu qu'il n'y ait pas ça. À partir du moment où Chris Paul, en juillet dernier, a été transféré à Houston, on ne voyait que ça, le duel Chris Paul, Steph Curry, bref, une finale de conférence qui nous a régalé, et en plus, qui aurait pu nous régaler. Et en plus, quand on voit la saison des Rockets, alors là, c'est sur les playoffs, c'est les ratings, c'est des équipes qui sont plutôt similaires hein, en attaque et en défense, 2 équipes qui ont clairement dominé. Mais quand on voit la saison des Rockets qui ont été encore meilleures qu'on imaginait, je me dis que là, on a vraiment le duel des titans, encore plus qu'une éventuelle finale NBA face à LeBron ou face à Boston. Voilà, c'est maintenant que ça va se jouer, ce championnat, clairement pour nous. Et puis les Rockets, ils ont en tête depuis le début de la saison de taper les Warriors. Tu te souviens, on avait rencontré Clint Capella. Tu te souviens ce qu'il nous avait dit? Non? Ben voilà, regarde. À l'Ouest, on est clairement les mieux armés, donc maintenant, il faut juste enchaîner le match en saison régulière. Et je pense que le fait d'avoir cet avantage en saison régulière devant les Warriors va vraiment les aider pendant le playoff. Vous en parlez entre vous un petit peu déjà de cet objectif d'une éventuelle future rencontre en playoff contre les Warriors? Ouais, pour nous, franchement, l'objectif, c'est le final. Donc, ouais, ça, c'est clair. Dans les match-ups, vous avez vraiment des choses à leur proposer en face que d'autres n'ont pas. Exactement, comme lors du premier match, on les a battus, etc. Donc, on a direct fait passer un message comme ça, on allait être présent dans cette année. Justement, Tom, on va aller sur les match-ups directs hein, parce que c'est la question qu'on pose à Clint Capella et on a l'impression que ces Rockets-là ont des armes pour répondre à ce jeu d'attaque et ce jeu même flamboyant des Warriors. Qu'est-ce qui va poser problème de toute manière d'un côté comme de l'autre? Ça va être à l'intérieur. Mais commençons par les meneurs de jeu, on va commencer par le début. Le Chris Paul, Steph Curry, 2 des meilleurs meneur de toute l'histoire. Chris Paul qui a fait les saisons de MVP, on s'en souvient, et puis qui, pour la première fois, atteint les finales de conférence. Il était plutôt ému. Et de quelle manière? Il a cherché tout seul comme un grand. 41 points, 10 passes, 7 rebonds, 0 balles perdues. 8 Première sur 10 fois, à 3 points. 8 sur 10 à 3 points. Première fois dans l'histoire qu'un joueur fait 40 points, 10 passes et 0 balles perdues. Bref, il a été très très fort. On se souvient de ce tir avec la planche. After glass. C'est pas grave s'il a été annoncé. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit rentré. Bref, en tout cas, on peut commencer par les meneurs de jeu. Ils vont pas forcément défendre l'un sur l'autre, puisqu'on sait que les matchs défensifs sont toujours très intéressants. Mais c'est difficile de donner un avantage à l'un des deux joueurs sur ce match-up précis-là. Ouais, surtout que c'est compliqué parce que je trouve qu'ils n'ont pas tout à fait le même rôle dans leurs équipes. Steph Curry est là pour alimenter la marque sur le tir à 3 points, alors qu'à la base, Chris Paul est là pour alimenter James Harden et les tireurs à 3 points. On a vu que sur ces playoffs, Chris Paul il s'est dit ok, le mec, je fais des passes, je vous régale, mais je suis aussi capable de prendre le match à mon compte et de mettre des points et faire gagner mon équipe. Donc dans quelle mentalité va être Chris Paul? Parce que ça a fonctionné comme ça face au Jazz où il a été dans le scoring. James Harden est un petit peu en deçà de ses chiffres de saison régulière. Mais je crois que James Harden, lui, il attend quand même cette confrontation avec impatience. Il a envie de remontrer que le Barbudo, c'est quand même le vrai patron de l'équipe. Mais Chris Paul a clairement... Justement, alors Harden, il va vouloir montrer qui est le shérif en ville. Par contre, en face, il va avoir un client défensif, peut-être certainement l'un des meilleurs défenseurs sur les postes extérieurs, c'est Klay Thompson. C'est le match-up de la série d'ailleurs. C'est le match-up de la série, ça va être clairement un duel qu'on attend tous parce qu'on sait, souvenez-vous, hein, les pelés qui se mettaient sur Mike Conley, même sur LeBron James à une époque. Enfin, on sait que Klay Thompson, quand il se met en mission, en mode défensif sur quelqu'un, mais l'autre, il est tellement inarrêtable. Donc... Ouais, c'est clair. Le truc, c'est que Klay Thompson a le profil parfait pour défendre son James Harden. Il est à la fois grand, il est costaud, il n'est pas dans l'interception pour rien. Donc, il va essayer de le contrôler. Alors, James Harden,
On sait à quel point il est hyper fort sur le 1 contre 1 et qu'il ne fait que ça, que l'isolation, où il cadre son mec et bam, il part soit pour un step back, soit pour un lay-up, soit un petit alley-oop pour Capella. Ça va être très intéressant aussi de voir qui va se relayer sur James Harden. Parce qu'on pensait évidemment à Klay Thompson, mais aussi à Iguodala. Ils vont être tous les deux sur le Barbudo, mais c'est toujours pareil. Il est tellement fort qu'on peut juste le limiter, on ne pourra pas l'éteindre. Donc est-ce que ça va faire pencher la balance côté Donc Rockets? le duo Iguodala-Thompson pour essayer de réduire au maximum, l'impact de Harden et Chris Paul, Steph. Ouais, c'est forcément la clé du match. Maintenant, il y a aussi une clé qui est importante, c'est que James Harden est beaucoup dans le 1 contre 1. Attention aux fautes, Klay Thompson, parce qu'il va avoir beaucoup de bugne à prendre, il va y avoir des contacts, James Harden aime beaucoup créer les contacts. Donc s'il est vite pénalisé dans les fautes, ça peut être compliqué pour Golden State, mais Klay Thompson, il va user. Je crois qu'il va s'user à défendre sur James Harden. Et les Warriors pourraient le payer peut-être de l'autre côté, parce qu'on sait que Steph Curry va mettre des points, on sait que Kevin Durant va mettre des points. Mais parfois, face à une équipe comme Houston, tu as besoin d'un troisième larron que doit être Klay Thompson. Mais s'il laisse énormément de gaz défensivement sur James Harden, je ne suis pas sûr que Klay Thompson ait des hauts pourcentages à 3 Draymond points. Green est très bien dans le scoring. Bon, il est très bon de manière générale, mais est largement au-dessus de ses moyennes en saison régulière. Donc c'est peut-être Draymond Green qui peut faire la balance. Mais c'est clair qu'on sait que si tu prends James Harden en bugne à bugne tout le match, forcément tu vas le payer. Ta jauge de fio, elle descend un peu. Bon, Continuons du coup dans les trucs, alors, parce qu'on parlait de ceux qui allaient défendre sur Chris Paul, ceux qui vont défendre sur James Harden, mais de l'autre côté, James Qui Harden va défendre sur Kevin Durant. Ouais, James Harden va défendre sur qui aussi? Ils vont le planquer. Ça marche les deux. James Harden est capable de. Je pense que sur cette finale de conférence, il est capable de. S'il ne le fait pas là, il ne le fera jamais. Hein. S'il le fait pas, on le fera jamais. Mais je pense qu'ils vont plus aller le planquer quand même sur des Iguodala ou des trucs comme ça, quoi. C'est plus. Ils vont jamais le mettre en mission sur Steph Curry. Qui t'a mangé des post-ups parce qu'Iguodala va le poster. Hein. Et puis même, il va jouer, quoi. Quand il est tout seul, il joue. Ah, mais Ils ont pas le choix. Tu le mets sur Steph Curry? Non. Tu le mets sur Klay Thompson? Alors que peut-être, justement, si. Tu peux le mettre sur Klay Thompson, mais justement, t'anticipes le fait que Klay Thompson va lâcher de la gomme et que peut-être. Moi, James Harden, je le mets sur Klay Thompson. Moi, le truc, c'est que Klay Thompson, il a un jeu en sortie d'écran et James Harden, il déteste suivre les mecs. Autant quand le gars, il est en vis-à-vis, il peut peut-être faire l'effort, mais la sortie là, Il va je prendre crois des pas une staggers seconde. comme ça, bim, J'y bim, crois bim, pas bim, une c'est- seconde. D'être Mais là, de le sortir, pourquoi d'être. pas Il va prendre le premier stagger, après il va dire switch sur le. Voilà, exactement. Mais Et va défendre sur on peut anticiper que Klay Thompson sur en KD. attaque, il risque d'avoir un peu la langue qui pend. Par contre, maintenant, qui pour défendre sur Kevin Durant, là aussi, c'est un brave casse-tête. Donc Trevor Ariza, Mbah Moute, PJ Tucker. Ils ont quand même, ils ont de la viandasse, hein. Ils ont de la viandasse. Saison des Rockets. Ils ont de la viandasse PJ Tucker envoyée. et Luc Mbah Moute. Ils Ils ont été recrutés pour ça. Les deux garçons, vous allez venir avec nous. En saison régulière, vous allez faire ce qu'il y a à faire. Vous allez voir vos petits tirs à 3 points. Ils ont été bons, tous les deux d'ailleurs. PJ Tucker a régalé face à Utah. Mais là où on compte sur vous et pourquoi on vous a pris, eh ben, ça commence ce week-end. C'est clair. Ces deux joueurs qui vont se relayer, ils n'ont qu'une mission et je pense que d'Anthony, Chris Paul et James Harden, ils vont leur rentrer dans le cerveau pour dire écoute, c'est KD, vous êtes là pour ça, on va voir si vous êtes capable de répondre. On ne parle pas de réduire Kevin Durant à 12 points et c'est trop bon. Non. À 5 sur 20 Réduire les pourcentages de réussite, c'est ça qui fait que vous faites une bonne défense sur un top joueur NBA comme ça. KD et Trevor Ariza a le profil parfait pour défendre sur KD. Il est grand, il est long, il est vif, il aime ça Après, aussi. Trevor- PJ Tucker est un peu trop petit par Après, exemple. Trevor Il est Ariza dur. sur les match-ups va peut-être devoir défendre sur Draymond Green. Après, il y a Clint Capella. Clint Capella, à partir du moment où il est sur le terrain, et ça aussi la question du 5 majeur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que les Warriors vont s'adapter? On sait qu'ils commencent petit et que McGee joue très peu. Pachoula, j'en parle même pas. Mais là, on sait, ils sont pas fous les Warriors. Ils ont vu le chantier que Capella fait au premier et surtout au deuxième tour face au Jazz. Est-ce qu'on peut revoir McGee dans le 5 majeur qui, lui, au moins, au niveau, dans les airs, dans l'amplitude, il peut aller contrarier un petit peu Capella, tout là-haut. Ou Zaza. Alors peut-être pas dans les airs, mais au sol, peut-être au contact et empêcher Tu Capella de préfères monter envoyer au sol. Zaza que McGee? Je préfère envoyer McGee quand même. McGee était très bon contre Aldridge. Ouais. Hein. Il a Oui, vraiment McGee était embêté. bien donc, contre Aldridge. Mais c'est pas le même jeu. Non, bien sûr, mais. Non, mais dans les airs, ça c'est va se un passer grand, là-haut. quoi. Et il est, tu sais, là-dessus, dans le contrôle et sur les pick and roll, aller gêner les passes en l'air comme ça, il a quand même une envergure monstrueuse. Mais est-ce que c'est pas un peu la même situation que Rudy Gobert aussi, Jamal McGee, qui va devoir Je le trouve plus mobile. combler un petit peu les espaces J'ai- sur les draps du j'ai- James Harden et manger des J'ai alley-oops en l'impression l'air. que McGee est un peu plus véloce, un peu plus mobile. L'énorme différence, c'est que Rudy Gobert finissait les matchs. Ouais. Là, on sait très bien que ça va être Draymond Green qui va finir sur Clint Capella. Pour si commencer, Capella là, c'est est- vraiment pour commencer. C'est pour commencer. Moi, je pense qu'ils vont sortir Iguodala du 5, qu'ils vont aller avec leur 5 classique, avec Draymond Green en poste 4, Ça, sur c'est PJ d'accord. Tucker. Finir avec le 5 de la mort. Et finir avec le 5 de la mort, avec Draymond Green qui Là, pour le coup, tu vois, quand tu auras des pick and roll, Draymond Green, il pourra défendre sur James Harden. Et de toute façon, Capella, c'est pas lui qui va faire des post-ups, donc il va se cacher comme il sait si bien faire, mais c'est vrai que ça va être très intéressant. On sait que les défenses sur pick and roll, de toute façon, d'un côté comme l'autre, ça va être, Courage, les ça va gars. être la clé du match. Un petit mot sur le coaching. Mike D'Antoni, je crois que c'est sa 3e finale de conférence. Il y a peut-être un jour où, à un moment donné, ça va peut-être passer. Ça sera cette année.
Je sais pas, là aussi le coaching va être important. Mais le problème, c'est que Houston affronte une équipe qui connaît cette situation. Avec un coach qui connaît cette situation, ils connaissent le chemin pour aller en finale NBA et la différence, elle peut se faire là. Mike D'Antoni va avoir des choix tactiques à faire dans l'instant T, prendre des options défensives qu'il a peut-être pas eu souvent l'occasion, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire, tandis Steve Kerr, lui, il est toujours au point sur les schémas tactiques à mettre, les paniers à trouver. Elle peut être là aussi la différence, parce que sur ce genre de match, ça se joue à des détails. On revient sur les Sixers, Celtics et Brad Stevens, et ces détails-là, je crois que Steve Kerr, pour l'instant, a un petit temps d'avance sur Mike D'Antoni. C'est un vieux de la vieille quand même, notre ami D'Antoni. Hein. Il a perdu. On verra. Je trouve qu'il est pareil défensivement. Si vous nous confiez Ivan Fournier, c'est une équipe qui défend mieux. Et l'arrivée de Chris Paul a synthétisé ça un petit peu. On a fait le tour un petit peu de tout ça. Parce que d'ailleurs, on a une autre preview de l'Est, hein, les gars, à faire. Allez, un petit prono. On l'a déjà fait lundi, mais on se le refait quand même. Moi, pour moi, les 2 premiers matchs sont capitaux. Si les Rockets prennent 2-0, la pression, elle est énorme pour les Warriors. Si les Warriors en prennent un à Houston, je crois que ça va être plié. Et je crois que les Warriors vont en prendre un à Houston. Donc, je vais dire 4-2 pour Golden State. Moi, je mets 4-2 pour Golden State et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On n'est pas à l'abri que les Warriors dominent complètement les Rockets. Il y a des trucs comme ça. Houston ayant gagné aussi, a gagné un chopé à Golden State. On rappelle que sur la saison, il y a 2-1 pour les Rockets. Il y a 2-1 pour les Rockets sur la saison. Oh mon gars, tu sais que je suis surexcité. Je dis les Après, Warriors. mon rêve, c'est un match 7 à Houston. Et le buzzer beater de qui veut. De Clint Capella, avec la planche. With the backboard. À call game. Middle court. Moi, je vais dire 4-2 pour les Warriors, mais moi, si les Rockets passent, déjà chapeau, et ça serait une demi-surprise, parce que tellement qu'ils sont ils ont des certitudes sur leur basket. Le problème, c'est que les autres, ils sont en route pour leur 4e finale de suite. Ils sont tenants du titre. Expérience quand même. Underrated the art of a champion. Rudy Tomjanovic. Parfait. Ben, on va s'arrêter là pour cette preview de l'Ouest, mais vous inquiétez pas, il y a la preview de l'Est maintenant. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watch him play basketball. He can do so. Et le marathon de ce First Day Show continue. On va s'attaquer à cette finale de la conférence, à cette finale de conférence à l'Est. Elle est aussi sympa, parce que c'est les Celtics. Je ne vais même pas vous dire contre les Cavs. C'est les Celtics contre LeBron au final. Encore une fois, pour la 1000e fois, on va voir LeBron en finale de conférence, voire en finale NBA. Mais donc, c'est donc le revival de la saison dernière, puisque les Celtics, on se souvient, après une série arrachée face à Washington en 7 matchs, étaient allés défier les Cavs. C'était pas très bien passé, même si ça avait fini à 4-2 de mémoire. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve quand même dans une situation où les Cavs sont censés être moins forts, mais que tu as en face une équipe de Celtics où il manque les 2 meilleurs joueurs de l'équipe et qui sont en finale de conférence. Bref, c'est un peu compliqué à imaginer. Moi, je vois pas comment. T'es en train de nous vendre une finale de conférence un peu bancale. Mais ouais, attends, on vient de faire Warriors Rockets, les 2 meilleures équipes de la saison, que des stars, les machins, les coachs et tout. Là, on se retrouve avec Kyrie n'est pas là, dommage d'ailleurs. LeBron est tout seul. Bref, une finale un peu drôle, mais bon, regardez les bilans sur les playoffs, 8-4, 8-3, c'est très serré. Des équipes, encore une fois, similaires, hein, de bonnes défenses et de bonnes attaques. L'avantage du terrain, et c'est important ce que je veux dire, il est à Boston. Boston qui est à 6-0 sur ses playoffs au TD Garden. Alors, ils ont eu chaud au cul contre Milwaukee, on se souvient, avec Middleton. Ils ont eu chaud au cul face aux Sixers. Mais finalement, ça passe toujours. Et est-ce que finalement, cet avantage du terrain, c'est pas la meilleure arme pour nos amis des Celtics? Après, je crois que LeBron, il en a rien à caguer. Moi, je suis là. Il en a rien à caguer. Moi, je suis là pour poser des questions, tu es là pour y répondre. Lui, tu lui mets une porte, un gymnase, un gars de la CQS, salut, il y a un panier, il y a un ballon, ok, bon, bah, on joue, voilà, il fait gagner. Non, ah, ouais, l'avantage du terrain, ouais, je sais pas si. Alors, contre les autres équipes, oui. Contre les Cavs, j'en sais rien, parce que ces garçons sont tellement surprenants. Alors, l'équipe, c'est les Boston, les Browns, oui. Mais je le trouve un petit peu dur parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont en train de, pour reprendre ton expression, en train de step up. Du côté des Cavs, je pense à Kevin Love qui a fini quand même la série, qui a été monstrueux, Kyle Korver qui est plutôt très très correct, et J.R. Smith qui met dedans. Donc maintenant, je crois que les Cavs, le souci... Tristan Thompson, et je crois que le souci pour Boston, c'est que maintenant les Cavs, eh ben, j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé une forme d'équipe. Alors LeBron est forcément ultra dominant, mais il y a quand même des joueurs qui peuvent poser des soucis du côté de Boston. Le gros problème côté Celtics, il est le même pour toutes les équipes qui rencontrent les Cavs, c'est comment on limite la machine. Et Jason Tatum a eu une très bonne réponse, vous avez vu ça? Oui. Alors, comment vous avez limité les Warriors? Il s'est dit, moi, je sais rien, j'ai pas la réponse, c'est ma première année, moi, je sais pas. Regarde, parce que contre les Raptors, il a fait un brave chantier en Caterpillar, 34 points, plus de 11 passes, 8 rebonds avec un pourcentage à plus de 55%. Ça veut rien dire, merci, bonsoir, circulé. C'est un nouveau test pour cette jeune équipe des Celtics. On imagine que le premier défenseur désigné,
ça va être Jalen Brown et au relais, il va envoyer un petit peu à Lorford. Ouais, et ce qui Et est Marcus marrant, Smart. voilà, ils ont trois profils complètement différents. Ils ont un super athlète avec Jalen Brown. Ils ont une teigne avec Marcus Smart qui va lui mettre des coups à LeBron. Et ils ont à leur force qui est capable de défendre, on l'a vu sur la série face à Philadelphie, de Joel Embiid à Ben Simmons. Donc pourquoi pas, ouais, il est capable d'avoir cette influence à leur force. Alors ils vont essayer de le limiter. Mais j'ai l'impression que LeBron est tellement en confiance, qu'il est tellement bien dans son game, que de toute manière, tu ne peux rien faire Si je contre vous lui. dis que dans tous les match-ups qu'on peut faire, coaching, meneur, le seul match-up avantageux chez les Cavs, c'est LeBron James. Tout le reste, c'est avantage quasiment. Ah ouais. Moi je dis, alors Ford, c'est plus fort que Kevin Love sur ses playoffs, en tout cas, il n'y a pas photo. À la main, Terry Rozier. À la main, Terry Rozier, il est très fort. Le collectif, il est côté Celtics. Le coaching, je vous en parle même pas. Mais finalement, le seul match-up favorable, c'est LeBron James. Et ça risque de suffire. On parlait de l'expérience Warriors de Houston. Ok, L'expérience bien. des Cavs. L'expérience des Cavs. Même si aussi. l'effectif a beaucoup changé quand même, l'effectif. Oui, mais enfin, les LeBron, il y a quand même LeBron, Kyle Korver, Tristan Thompson, Kevin Love. Il y a Même quand même George Hill. et Tyronn Lue qui connaît, alors même, bon, on peut tailler Tyronn Lue, mais il connaît quand même le chemin pour aller en finale. Donc l'expérience aussi. Mais sauf que l'expérience nous a prouvé que Boston, ils en ont pas forcément besoin parce que c'est bien coaché. On s'est fait un petit tableau quand même sur les ouais, clés sur les clés, forcément, sur les Jason clés de cette Tatum. série. Jason Tatum qui a été Tatum qui a monstrueux. fini meilleur scoreur de la série, il me semble, face aux Il a encore mis face plus aux 24 Sixers. hier, je crois. Il a 25. 7 matchs consécutifs Il a peur de rien, à plus lui, de 20 points. C'est la première fois qu'un rookie fait ça dans l'histoire. Vous avez vu le Comme tweet ça. d'Evan Fournier sur Tatum? Il a dit, je comprends qu'il soit pas dans la course au Oui. rookie de l'année, mais quand on voit les playoffs, Mais là, c'est C'est n'importe quoi. no-brainer. voilà. Comment on peut traduire c'est no-brainer C'est insensé. C'est insensé, ouais. Ouais, non, no-brainer, c'est plutôt. C'est une certitude que ça devrait être lui. Oui, voilà. Tu vois, y a pas à Oui, mais réfléchir. C'est insensé, quoi. Donc ça veut dire. Non, que- censé, ça veut pas dire ça. Bah si, c'est bizarre, quoi. C'est complètement fou qu'il ne les soit pas. Donc bref, vous avez compris l'idée. Dites-tout dans les commentaires, no-brainer. C'est ça, no-brainer, mais c'est pas grave, vas-y. Ok, très excuse-nous, on m'appelle pas ici sixième. Donc justement, Jason Tatum, notre ami, qui a l'impression qu'au plus il joue de match de playoff et au plus il devient fort. Oui, il est trop fort. Comment on dit Tatum ou Tatum? Tatum. Oh, j'ai écouté dire une dinguerie. Jason Tatum, 23 points, 3 passes, 3 Il est content hein, sur la photo. C'est rare de le voir sourire comme Ouais, ça. il est hein. souriant. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, il est Et là, souriant. Michael B. Jordan. Ouais. Qui va défendre sur lui? Oh, Georgie, je vois bien, il a bien le Il profil. est trop petit, non? J.R. Smith. J.R. Smith aussi, ouais. C'est une vraie des question. petits- Hein. c'est des- Qui ouais, va ouais. défendre sur lui? Kevin Love. Ah, mais voilà, je pose juste des petites questions comme ça. Après, on a oublié un petit truc. Est-ce que, parce qu'on sait que les Cavs vont avoir besoin de leur banc, vous avez vu la petite embrouille avec Rodney Wood qui a refusé de rentrer en jeu? Regarde Je l'histoire. crois qu'on le reverra plus des playoffs. Hein. Je crois que tout le monde a pris la haine contre lui. Ouais, Enfin, ouais. d'avoir garbage time, fin du 4e quart-temps, les Cavs qui dit des os les Raptors, Tyronn Lue qui dit allez Rodney Wood tu vas finir, enfin, et l'autre il veut pas jouer. Il a dit non. Il a fait une belle affaire. Et quand tu vois la dynamique des Cavs où Ouais. ils reviennent de l'enfer Grave. et que maintenant ils ont repris confiance en eux. Et je pense qu'une attitude comme ça, à mon avis, pas sûr qu'on le revoit d'ici la fin des playoffs. hein. C'est encore un exemple d'ingérence dans cette équipe quand même. Hein. Enfin, c'est chelou, non? Pourquoi cette année, ça n'arrive qu'au Cavs? C'est bizarre, non? Après, ça, Ah, ça c'est que peut la être, faute de Rodney ça peut Hood. être aussi un comportement Bien sûr, c'est un personnel comportement d'un de mec. merde, Oui, Rodney mais Hood regarde, aussi. une pièce en l'air, si elle tombe tout le temps sur pile, au bout d'un moment, je vais dire, ah, c'est bizarre, ça arrive qu'aux Cavs. Là, cette année, il se passe beaucoup de trucs bizarres. Et là, en playoff, alors que tu viens de le dire, ils sont très bien, tu sweeps au deuxième tour des playoffs Toronto, normalement, tout le monde devrait faire, trop bien. Le gars, il a le seum, il ne veut pas rentrer. Et il se coupe de l'équipe, c'est très bizarre. Je pense que ça va enlever une rotation. Rodney Wood qui est un joueur correct. Ah hein. oui, tu peux mettre des pantons et tout. Voilà, donc lui, je crois que si jamais il va en finale NBA, il va falloir préparer le costume hein, pour être derrière. Bon, on suivra ça. En tout cas, ça commence Dimanche soir. soir. Eh oui. C'est le dernier match un petit peu à l'heure européenne petit peu à long. 21h30. Pouah, moi, je veux dire 4-2 aussi, 4-2 Cavs. Moi, LeBron, il marche sur l'eau. Et c'est sûr, je vois pas une équipe de l'Est capable de le stopper. Et dans mes pronos, de toute façon, j'ai mis les Cavs en finale. Thomas, Pareil, 4 de Cavs. moi je vois 4-3 Où il va dire Boston? Cleveland Cavaliers. Donc, ils vont gagner le match à Stony Garden. Ouais, s'il fait ça, LeBron, il est incroyable. Hein. Il a déjà Tu fait. devrais aller jouer aux Raptors, toi, parce que t'as des grosses burnes. Hein, je te le dis. Avec un flotteur du milieu de terrain sur une jambe de Main LeBron. gauche. Main gauche avec la planche. Bon, t'es prêt parce qu'il y a ton oncle qui va nous parler de Brad Stevens. Apparemment, il a un sacré raison en ce moment. Il passe des coups de fil. Enfin, il va nous expliquer tout ça. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Alors, El Coach Brown, il paraît qu'en ce moment, on passe des coups de fil et qu'on a des mecs qui répondent en plus. Voilà, papy. Voilà. Ça va, les amis? Eh ouais, la semaine dernière, c'est Quinn Snyder qui m'a appelé, donc je l'ai rencardé. Mais là, je me suis dit, Brad Stevens. Alors, j'ai son number dans mon téléphone. J'ai dit, tiens, je vais l'appeler Brad Stevens. Donc, je l'appelle un soir. Hey, coach Stevens, c'est coach Brown. Il me dit, hey, salut, Mike. Non, je dis, non, c'est pas Mike Brown, c'est coach Brown. Papi Brown. Respecte-moi un peu. Respecte-moi un peu. Donc, je voulais échanger, savoir, mais ces remises en jeu, là, ça sort d'où? Explique-moi tout ça. Et donc, il m'a expliqué, il m'a dit, écoute, coach Brown, rappelle-toi que sur le match 3, avant la prolongation, on a une remise en jeu déjà sur la baseline. Polo envoie la sauce.
Il reste 26 secondes, on est à -2. On fait une petite remise en jeu sur la baseline, à l'opposé de la fameuse action. Et là, sur cette remise en jeu, voilà où il y a le panier de Jaylen Brown, je m'aperçois en fait, sur cette remise en jeu, que les Sixers arrivent avec une line-up Joel Embiid, Ben Simmons, Ersan Ilyasova, JJ Redick et TJ McConnell. Et je m'aperçois qu'en fait, ils changent déjà sur les écrans. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'envoie Al Horford, j'ai un premier écran de Jaylen Brown sur Al Horford, et Al Horford, lui, continue plutôt que de rester dans le jeu. Al Horford envoie le premier schéma, Polo. Voilà. Alors Ford, il a pris un premier écran de Jaylen Brown, il continue son action plutôt que de rester sur l'action du ballon. Il s'en va à l'opposé pour poser un écran à... C'est qui? C'est Terry Rozier? Ouais. À Terry Rozier. Donc ça emmène Joel Embiid et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont en train de jouer un 3 contre 3 à l'opposé là-bas, tout simplement. Il tue les aides. Voilà, ça tue les aides. Et Jaylen Brown, il va mettre un backpick sur Covington, non, sur Ersan Ilyasova, et il s'aperçoit que JJ Redick, vous avez vu comme il est déjà en anticipation sur le switch, JJ Redick là-bas. Et bien lui, Jaylen Brown, qu'est-ce qu'il fait? Et bien tout simplement, il joue le backdoor à l'opposé, et on voit la passe qui va arriver. Il va y avoir 2 points pour là, toujours avec cette raquette ultra vide, parce qu'à l'opposé, il y a 2 défenseurs monopolisés pour. C'est fou, c'est un fake hein, ce qui se passe à l'opposé avec Joel Embiid, c'est n'importe quoi. C'est juste pour avoir un petit 3 contre 3 et avoir la raquette libre, avoir la passe lobée, et Jaylen Brown et Ersan Ilyasova, il est pris totalement. C'est une grande spéciale de Brad Stevens, ça, de vider la raquette et de jouer des passes lobées. On se souvient avec Al Horford. Hein. Exact. C'est le même match d'ailleurs, il me semble. Hein. Ah oui, c'est juste à cette action d'après. Et ce qui est Calme-toi, incroyable, calme-toi. mais ce qui est incroyable sur cette action-là, c'est qu'au vu des attitudes de tous les mecs, le seul but, c'était de faire la petite passe lobée à la fin. Et c'est ça qui est incroyable. ça Parce qu'on qui est- pourrait imaginer que c'était une C'est ça sortie qui est là-bas, incroyable. Marcus Et en Morris. plus, Brad Stevens, il sait, alors dans tous les pays du monde, quand il reste très peu de temps à jouer, en général, on change parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un joueur qui reçoive le ballon facilement, donc on change automatiquement. Switch Et avec cette remise en jeu-là, Brad Stevens s'est dit, OK, donc les Sixers, ils sont dans ce mood de switcher, et je les ai bien niqués. Et on va voir que, rappelez-vous, avant cette fameuse remise en jeu qui amène le panier d'Al Horford, Brad Stevens, il redemande un temps mort parce que Exactement. Marcus Morris est sur la touche. Envoie le schéma suivant, Polo. Il reste 8 secondes. Voilà, il reste 8 secondes. Donc là, Il n'y a pas de lumière déjà, il n'y apparemment. a plus de lumière. ouais. La lumière. On s'aperçoit qu'en fait, les Sixers, vu qu'ils se sont fait niquer la fois d'avant, Il flotte. Brett Brown, il met directement Joel Embiid, défenseur de la remise en jeu, et il met Robert Covington sur Al Horford, et c'est Ersan Ilyasova qui est sur Jason Tatum. Et là, Brad Stevens s'est dit, OK, pas de souci, il n'y a pas de solution, donc je reprends un temps Il mort. me reste un temps mort. Je reprends un temps mort, mais en tout cas, ce que je sais, il a pris les informations, il dit, les Sixers, ils n'ont pas peur de mettre Robert Covington sur Al Horford, donc ça leur fait pas peur d'avoir cette mismatch-là. Donc il retient ça, il redemande temps mort. Il a oublié d'être con, lui, hein, Brad Stevens. Il m'a Parce que dit, là, ce que tu dis, c'est encore plus incroyable que juste de dessiner. Oui. Tu vois, en un instant, le gars, il sur a cette il est l'info. situation-là, il s'est dit d'accord. Donc eux, ils ont matché comme ça. Il a des assistants Ah, aussi. bien hein. Oui, ils sûr, sont bien sûr, 25, bien sûr, mais bien bon. sûr. Et donc, on va revoir cette fameuse remise en jeu. Voilà, la vidéo, on va la laisser défiler en entier. Donc, On je remercie sais pas bien s'ils sûr ont le droit à changé. l'image. Hein. Ouais, j'ai téléphoné à Adam Silver, il m'a dit vas-y gros, fais-toi plaisir. Voilà, c'est ça l'action qui a amené le truc. Donc on s'aperçoit, Polo, on passe au premier schéma pour expliquer tout ça. Donc là, cette fois, c'est Ersan Ilyasova qui défend la remise en jeu. Il a demandé à Terry Rozier de s'enfuir au milieu du terrain. Et c'est TJ McConnell, je crois, qui défend, qui est parti avec lui. Et ensuite, il y a un espèce de triple stack au milieu qui se passe pour essayer de faire switcher. Joel Embiid, lui, il flotte au niveau de la ligne de lancer, prêt à prendre le premier joueur des Celtics qui va remonte. sortir pour switcher. Il est prêt à prendre ce joueur-là. Choix de merde, hein, on va pas se mentir. C'est vrai, choix de merde, exactement. On voit le deuxième schéma, Polo. Là, on s'aperçoit que Joel Embiid, il a suivi Jaylen Brown et que Brad Stevens, lui, il savait que pour tout le monde, l'option numéro 1, c'était Jason Tatum. Il savait que les Sixers, ils allaient deny, ils allaient couper l'entrée du ballon sur Jason Tatum. Et on voit que Ben Simmons, il est carrément en train de lui faire l'amour. Il danse la karaoke avec lui, joue contre joue. Et là, on s'aperçoit que Robert Covington, eh ben, il défend sur Al Horford. Et Polo met le schéma suivant. Là, on s'aperçoit que Robert Covington, c'est une image qui était avant celle d'avant, en fait. C'était une demi-seconde avant. On s'aperçoit que Robert Covington, il défend comme il faut. Il est en 3 quarts. Là, il est bien, là. Il est en 3 quarts, comme vous défendez sur un post-up normal derrière. Ça va pas durer. Sauf que l'intelligence d'Al Horford, il se dit, je vais faire croire à Robert Covington qu'il est en train de faire du bon boulot. Je vais rompre le contact, je vais lui laisser passer devant moi pour lui faire croire, ah, tu fais un boulot monumental, Bravo, mon garçon. Robert. Voilà. Et là, Mais il y a derrière- il les aide à l'opposé. Ah ben non, elles sont tuées. et voilà, il fait exprès de laisser Robert Covington passer devant. Il se bat pas pour la position. Et Robert Covington, une fois qu'il est là, il se dit merde, j'ai personne à l'opposer. Il Marcus sait que Morris, c'est foutu. là, Marcus déjà. Morris qui envoie une passe lobée. Polo fait péter le dernier schéma. Non, tu veux pas, c'est pas grave. Voilà.
Marcus Morris, il fait la passe à l'opposé et il va y avoir 2 points tout simplement. Et tous les gens qui étaient persuadés que cette remise en jeu, l'option numéro 1, c'était pas pour Al Horford, rappelez-vous cette saison régulière, il y avait déjà eu Al Horford qui met un buzzer beater comme ça. Souvent, quand il y a des paniers de la gagne sur les remises en jeu, et on va sur Al Horford. Et il y a Matt Howard, qui est un joueur qui a joué en France, qui était à Butler, coaché par Brad Stevens, qui disait que souvent, ces plays-là, il les faisait aussi du côté de Butler et qui recherchait à vider cet espace dans la raquette pour trouver la passe levée sur le grand. Donc Juste voilà. les Sixers, ils ont commencé avec un bid qui gênait la remise en jeu et ils l'ont enlevé après. Ouais, Ouais, ils ont mis Ilyasova à la place. Ils l'ont enlevé. Ils ont mis Arsène Ilyasova. Ouais, en tout cas, c'est très Ton intéressant. oncle Brett Brown, là, tu pourrais. Ouais, je vais l'appeler Brady Ouais, son 06. appelle-le aussi. Je vais lui envoyer Un repas de famille, Je vais lui là. envoyer un texto. Après 3-4 rosés, refais-lui un petit peu tes plays. Très intéressant encore, comme toujours, Coach Brown. Merci les amis. Tu sais ce qui a presque d'aussi intéressant que toi, que tes chroniques? C'est les quiz de Polo aussi, tout de suite. Écartez les quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Bonjour à tous, bonjour messieurs, comment allez-vous en ce jeudi férié? Dimanche à la messe. Mais Polo, tu t'es rasé Polo, alors. toi tu rasé. Ouais, je me suis rasé, mais je trouve que c'est Je mieux. mets bien ta barbe rousse. ça moi. me- 6ix9ine. Ça m'a maigri, je trouve, tu vois. C'est pas gros. Bon, Polo. Bon, ça repousse. Hein. Polo, t'as joué au basket cette semaine à la Hoop j'ai joué au Factory. basket, c'est très bien passé d'ailleurs. Un bon moment de partage et de convivialité. Mais voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour le quiz. Un quiz qui va être sympa, je l'espère rapide et sympa, un peu sur le même thème que la semaine dernière. Donc Parfait. on va commencer tout de suite et maintenant avec le même premier jeu que la semaine dernière, le quiz Hall of Fame. Très bien. Je vous donne un numéro, une équipe, vous me dites le joueur. Et je commence tout de C'est suite. maillot retiré. Maillot retiré, Ouais, pas Hall of Fame, d'accord. excuse-moi. Maillot retiré. Je vous donne donc le 55 des Hawks. Ouais. Ah ouais, là. Bravo. Ah ouais, bravo. Super Bravo, vif, toi. bravo, C'est bravo. comme ça, 1-0 c'est pour pas Tom. Le 1 des Pistons. Billups. Billups. Ouais, ouais. 2-0 pour Tom. Billups. Le 6 des Spurs. Bruce Bowen. Garvin. Non. Mais non. Robert Horry. Non. Bruce Bowen, j'ai dit, hein. Hein Non. Bruce Bowen. Le 6. Sean Elliott. Non, 32, Non. Sean Elliott. Avery Bradley. Non, Bradley. Enfin, Avery. Avery Johnson. Avery Johnson. Oh putain, il met pas bien 6 calculé. des Spurs, il- Avery Johnson. il refait son Le meneur. meneur, l'ancien meneur des Spurs. 3-0 pour Tom, du coup. Ouais. Les gars, le 12 des Nuggets. Ex-English. Non. Mahmoud Abdul-Rauf. Ah, plus technique. Non. Le 12 des Nuggets. Ouais. Denver Nuggets, le numéro Thompson. 12. Non. Adepte du triple-double. Jason Allez, Kidd. Fat Lever. Fat Lever. Fat Lever, bravo. Fat Lever, ça fait 3-1-0. Lourd, fat. La blagasse avec 3 Et S. le dernier de ce petit jeu. Ah déjà. Ouais, mais oui. Ah ok, ok. Il y a Tu sais, 8h30 d'émission. C'est dur calme-toi. d'en trouver. Les gens ils bossent demain matin, gros. hein. Ah, il est 17h, je mets dans First Team. À minuit. Oh, bon, c'est fini. Le 11 des Rockets. Vernon Maxwell, Maxwell. putain. Non. Kenny Smith. Non. Sam Cassell. Non. Non, Oui. non, c'était le 10. Thompson, non. Non. Samson, Ralph Plus, Samson. plus proche de notre. Robert Yao Horry. Ming. Yao Ming. Putain, vous êtes nuls, hein. Vous Yao avez Ming. laissé en plus, hein. Yao Ming. Il va retirer son maillot. Ouais. Normal. 4-1-0 pour cette première manche. Et on passe tout de suite à la deuxième. J'ai combien, moi 0. La deuxième, c'est que je vous donne un joueur. J'avais fait dans ce sens. Je vous donne un joueur et vous me donnez son numéro. Ah, je suis pas Et là, on va sur les Pistons de cette année. Ouais, je suis pas très bon, pas te mentir. Stanley Johnson. 3. 0. 3, ouais. Non. 3. 1. 2. Non. Non, plus. C'est vrai, c'est ça Non. 4, 5, 7. 8. 7. Ah ouais, c'est le 7. Le premier est sorti ici. Ça fait 4-2-0. Je le savais. Le deuxième, Ishmis. 0. 30. Non. 1. Non. 20. 2. 4. Non. Non. Au-dessus de 10. 4. 24. 14. 14. Bravo, Tom. Un bon hasard. Non, non, je savais. 5, 2, 0. Ouais. Dis pas le score quand t'as pas de point. Reggie Bullock. 0. 30. Non. Toujours 20. pas. Le 30, il va arriver dans ce quiz. 1. 2. John Leyer. Non. Non, au-dessus de 20. 22, 30. 23. 21, 21. 26. 22. 27. 28, 28, 29. 25. Je m'en On est quel habiteux. Juste prix, gros. 6-2, 6-2-0. Oh là 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 là. Reggie Jackson. 30. Non, Non, même pas. 15. Ah, c'est moi. c'est là. là-bas. C'est là-bas. Oui. 6, J'allais dire qu'il y en a un, je l'ai plus. 6-2-1. Et, attention, ça allait vite. John Leyer. John Leyer. 30. Ah oui, merde. Mais non, C'est c'est con. Steph. C'est Steph. Machine le hier. Quel numéro de John Leyer? John Leyer. 6-2-2. Il a lâché un chute de 6-2-2. Et là, on part du côté des Clippers. Et cette fois, je vous donne le numéro, vous me dites le joueur. Allez, Peut-être un vas-y. peu plus simple. Ouais, vas-y. Le 4, Teodosic. Teodosic. Ah oui. 6-3-2.
Le 11. Gallinari. Non. Transfert en quoi aussi Tobias Harris. Bradley. Avery Bradley. Putain, une chance sur deux. j'ai 6-4-2. Le 34. Tobias Harris. Tobias Ça, Harris. c'est Tom. 7-4-2. Le 21. Danilo Gallinette. Non. Bradley. Non, Avery Bradley. Non, pardon. Non, je oui, me suis appelé Beverley. Beverley. Pas de Beverley, ouais, j'ai Bradley, compris. Bradley. Il a fait 3 matchs, Beverley, mon gars, cette année. Il a quand même un numéro. Bien joué. Ça fait quoi? Ça fait 8 pour toi, 4 ici, 2 ici. 5-5 pour moi, reste 5, tranquille. 8, Non, t'as 5, 4. 2. Erwan, t'as 4, honnêtement. Ah ouais? 8-4-2. Ok. C'est bien ce qui me semble aussi, merci Steph. Le dernier de cette équipe des Clippers, le numéro 8. Gallinari. Gallinari, c'est une bonne Peut-être qu'il a dit réponse. 8 fois Gallinari. 9-4-2. Pour faire plaisir à Erwan, Les Knickerbockers. which fac? Oh ouais Which fac, Erwan? 8-5-2, ça fait. 8-5-2. Non, 9-4-2. 9-4-2. 9-4-2. Il faut que je me refasse là. Allez, ça doit aller vite. Je roule l'idée. Non, c'est UCLA. UCLA. Ah ouais, UCLA, je suis un ouf. 9-5-2 cette fois. Rudiger. Connecticut. Yukon. Putain. Non, et 10. faut qu'on dise Connecticut, parce que Yukon, c'est de la merde. Pourquoi t'as dit UCLA University enfin. 10-5-2. Len Stephenson. Ouf, c'est chaud ça. St. John's. Non. Oh, pas mal. C'est compliqué, il est dur celui-là, je l'ai pas. C'est les de mémoire, parce que c'est pas facile, les Bearcats. Ah, c'est dur. Ouais, merci, gros. Moi, je connais les Birkenstock. Sean Kilpatrick est passé par cette fac, si je dis pas de bêtises. Ah, ouais. Cincinnati. Cincinnati. Ah oui, Cincinnati, bravo. Bravo, T'aurais Paul. dû dire Kylian Martin. Ouais. Ouais, mais moi j'ai Sean Kilpatrick. Ok, je t'emmerde. David West. Plus Xavier. Xavier. Oh, Ah ouais, réponse de Il a champion. le tatouage sur le. Ouais, tellement. Réponse de champion, ça fait. Là, tu de reviens, t'es à bolos. 7, hein, Erwan. Ça fait 10-7-2. Et Cal Korver pour terminer. Petite fac. Alors, je vais te donner un Fac, indice, c'est la fac. même fac que je crois que La même fois McDermott. que Doug McDermott, ouais. C'est ce que Ah j'allais vous oui, dire. bah, c'est avec le Fred Hoiberg. là. Ouais. Non, Non, au Frédéric, c'est Iowa State. Iowa. Non, c'est. Non. Oh, je sais plus. McDermott, il y avait son daron qui coachait là. C'est Ah blanc, oui, blanc et bleu. putain. Là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça commence par un C. Cresno. Creighton, c'est là-bas, c'est là-bas. Garrett Bailey. Il a pas remis entre Fresno. Frère, il est jambes croisées, il a chopé Creighton, alors je lui ai dit, c'est la fac de Doug McDermott, c'est pas facile, il est comme ça, il fait, I get it, baby. Non, mais frère, Je réfléchis quand tu me donnes des indices. 17-3. 17-3. Et comme vous connaissez bien la règle, que Ah je bah trouve oui. un peu bébête, on en qui a déjà suis-je parlé. Tout se remet en jeu sur le qui suis-je. c'est ouf. Sur le jour, il y a 5000 € à gagner, on fera pas ça. L'un d'entre nous, on s'en fout. Je suis né le 11 janvier 1982 Belle année. à Chicago, dans l'Illinois. Belleville. Jay Williams. Je mesure 1m93 pour 97 kilos. 93-97 kilos, il a grossi un peu. En collège, j'ai un peu valdingué, bourlingué. J'ai fait mon année freshman à Butler County, mon année sophomore à Wabash Valley, Ah oui, il a vraiment pour le et je me suis fait repérer par Oklahoma Michel. State, où je fais mes 2 dernières années, du coup junior et senior, entre 2002 et 2004. Oklahoma State. Avec Oklahoma State, je suis quand même élu Big 12 Player of the Year. J'emmène mon équipe au Final Four, les Cowboys, l'ancienne fac de Marcus Smart. Ouais, Marcus Smart. Ouais. Et du coup, je suis drafté en 2004, au premier tour, en 25e position. Je ne vous dis pas par quelle équipe. Eddie Griffin. Non. Donc du coup, mais je commence ma 93. carrière en 2004 et je joue encore actuellement. Oh. Dans une équipe de Tony Allen. Tony Allen. Tony Allen, c'est ici. Très bonne réponse de Thomas, bravo, qui a dominé ce quiz. Félicitations. Bravo. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil d'Erwan sur les facs, mais il n'y avait rien à dire. Non, Le meilleur, bravo. c'était Thomas Il y a eu Dufort. un Bravo. petit sursaut d'orgueil sur Gallinari à ma gauche. Et sur Creighton. Il y a le seul qui l'a. J'étais meilleur au Kems, hein, gars. Hier, t'étais meilleur au camp, c'est Kenny Grant, ouais, je confirme. Est-ce que tu lui mettais aussi des coups de pied sur la table? Non, mais je suis meilleur à ça aussi. Oh non. Ce plan est incroyable. J'ai même plus envie de rendre l'antenne, dire au revoir. N'oubliez pas, le first talk, c'est mardi, les gars. Mardi, le first talk, pour qu'on puisse faire des débriefs des 2 premiers matchs de chaque finale de conférence. Steph, t'es avec nous mardi? Bah, je T'es sais où? pas, les mecs. Tu pars au Final Four, tu seras pas là Mardi, jeudi je peux pas. prochain. Mardi, c'est le multiplex de Deep Elite où on fait la dernière journée pour le suspense des playoffs. Et puis après, je pars à Belgrade pour le Final Four, donc je serai pas là jeudi, les amis. Tu seras pas là, mais mardi alors? Je t'ai dit que non, Mardi je sais matin, pas. on tourne à midi. Ah, je sais Come pas. on, man. Mais ça dépend où je suis. Il se trouve, je suis dans une ville pour commenter. Ah, bon, écoute, on verra. On fait pas de promesses. En tout cas, on se retrouve mardi, tous Par contre, il ensemble. n'y aura pas de campus break mardi. Ah non, il n'y aura pas de Campus Break et Elise. En fait, on sera que 2, quoi.
Ah non, bah non, il y a quand même Thibaut, Thibaut, il y a Thibaut, Thibaut. j'ai quand même- Pour tous ceux qui regardent le Fast Talk juste pour la touche féminine, bah regardez pas parce qu'elle est pas là. Oh non, non, mais Mais non. regardez quand même, c'est sympa. hein, comme Ouais, émission. ouais, non. Bref, on se retrouve mardi prochain pour faire les débriefs des 2 premiers matchs. On fera un gros focus sur les coachs. Parce que les coachs, les amis, en ce moment, ils s'en passent des choses. On n'a même pas parlé de la signature de Borrego. Berrego. Pierre Berrego, ouais. Ça, honnêtement, je veux qu'on en parle parce que j'ai tellement pas compris ce choix. Et pour moi, ils sont déjà perdants d'entrée. À Hornets. Au Hornets, tout à fait. Nico Bref, Batum. Nico Batum. Bref, on reparlera de tout ça. On espère qu'il y Pas aura convaincu d'autres. de ce choix, on en On reparlera. fera un gros débat autour de tous les coachs et toutes les places vacantes encore et les mecs qui ont déjà signé. Bref, on se retrouve évidemment mardi tranquillou. On vous souhaite un bon week-end, un bon jeudi, parce qu'on va essayer de mettre la vidéo un peu plus tôt que d'habitude pour que les gens puissent regarder. En plus, il pleut donc. Bien Voilà, sûr. après, Ça vous va il pleut Ouais, c'est bien. Non, il peut pas du tout. Merci à tous les gars. Bonne journée. Merci Polo. Merci Steph. Merci Merci à à vous Watt. d'exister, les Merci gars. à tous. Merci à Star Wars. Merci à Salut. tous. Salut les gars.